Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier en ligne. Moi, c'est Jérémy Potier, je suis cofondateur de Do You Buzz. Et Do You Buzz, c'est une application qui sert à simplifier la création de CV. Donc, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous remplissez vos contenus dans des formulaires et l'application vous fait la mise en page, le design, etc. Donc, en gros, on simplifie les trois quarts du processus. Donc, à Do You Buzz, je suis à la fois cofondateur, je travaille sur la conception de l'application et je suis aussi conseiller CV, c'est-à-dire que j'accompagne les utilisateurs de l'application à faire leur CV. Donc, je fais du coaching en groupe, en atelier individuel et je participe à des discussions comme celle-ci qui nous permettent d'explorer certaines thématiques. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe, qui est notamment cofondateur de MoveJob. Il a le joli petit logo au-dessus de lui. Salut Philippe, ça va? Hey, salut Jérémy, merci pour l'invitation. Merci à DoYouBuzz. Et en même temps, je vais partager ça quand même à tous ceux qui sont avec nous. DoYouBuzz, ça fait super longtemps que je vous connais. Ça fait vraiment longtemps. Et j'ai même fait un jour mon CV sur votre plateforme. C'est vieux là, mais ouais. Donc en fait, vous êtes toujours basé dans la région nantaise et moi j'ai un Ouais. moment travaillé dans ma carrière à Nantes et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec votre plateforme et que je l'ai utilisé. Donc très content des années. Je pense que ça doit. Ça fait combien de temps que vous existez, DoYouBuzz? 15 ans, on a fêté nos 15 ans aujourd'hui, enfin voilà, il y a 2 mois là, donc c'est tout récent. Eh ben donc, je pense que je vais Ouais. vraiment partie de vos Ah ouais, premiers clients à utiliser la plateforme pour une. En fait, j'avais une promotion en interne, il fallait que je refasse mon CV quand même et donc j'ai utilisé donc très très heureux. Donc Jérémy, juste pour me présenter rapidement, donc vas-y, je suis Philippe ouais. Vincer. Donc moi j'ai fondé MoveJob. Ça va faire plus de 30 ans que je suis dans les ressources humaines. Ça fait 20 ans que je fais du recrutement à l'international, uniquement du recrutement à l'international. Donc en fait, moi j'ai la chance d'avoir travaillé sur 3 continents différents. Donc j'ai aussi vécu l'immigration, j'ai aussi vécu les processus de recrutement, les processus d'immigration. Donc on est en règle générale, et puis dans mon équipe, les gens qui font du recrutement, eux aussi ont voyagé, ont aussi immigré. Donc on est assez à l'aise pour donner des conseils sur les bonnes pratiques dans l'immigration. Et puis la plateforme MoveJob, en fait, c'est vraiment une plateforme qu'on a développée. Donc elle aussi fête c'est 1 an, elle, tu vois, elle est toute jeune hein, par rapport à DoYouBuzz, elle est toute jeune. On fête nos 1 an en mois de septembre. Et l'objectif de la plateforme, en fait, c'est pas de rajouter une plateforme comme il en existe beaucoup, c'est vraiment de mettre une relation directe avec les entreprises, que ce soit des petites, des grosses ou des entreprises qui n'ont jamais recruté à l'international, simplifier le processus. Candidat, même chose. Et là, c'est un système de match. Donc, oui, vous déposez votre CV, mais c'est vraiment le système de match. Vous dites quel profil, quel métier vous avez, le nombre d'années d'expérience, les types de travaux. L'entreprise fait la même chose par rapport à sa recherche. Et dès qu'il y a un match, ça connecte. Et c'est là où après, il faut être assez réactif avec l'entreprise pour faire un suivi. Mais c'est vraiment la simplicité. Notre objectif, quand on a créé la plateforme, c'était la simplicité. Super. Donc le processus de recrutement commence vraiment une fois le match est fait et c'est là où la mise en relation est faite et c'est là où Ah ouais, c'est immédiat. En ça fait, fonctionne. Ouais. dès... Ah, il y a peut-être des micros Oui, d'ouvert, je ne sais pas. effectivement. Est-ce que vous pourriez fermer vos micros? Alors, ouais, j'ai la main sur la désactivation des micros, donc Ah, parfait. je vais shooter Euh, dès que j'en vois. En fait, Jérémy, pour répondre à ta question, c'est simple. Nous, en fait, dès qu'une entreprise dépose une offre et s'il y a un candidat qui est sur la plateforme et qui correspond, le match est immédiat. Donc, si l'entreprise crée son poste, je sais pas moi, à minuit le soir, à minuit une, vous avez le match. Et même chose, dès qu'un candidat dépose sa candidature et qu'il y a déjà un poste qui lui correspond, il n'a même pas fait de recherche. En fait, il n'a pas besoin de revenir tous les jours sur la plateforme. Dès qu'il y a une offre qui se met en place, il y a un match et là, il faut prendre contact avec l'entreprise pour démarrer les entrevues. D'accord, ok. Ok, super. Super, super. Alors, ce que je vous propose là, c'est que je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler ce petit atelier. Donc, l'idée là, c'est que dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce qui change en fait quand on postule au Canada versus ce qui se passe quand on postule par exemple dans son propre pays. Donc, on va voir le processus de recrutement en général. Et puis après, on fera un petit zoom sur le CV. Donc l'idée, ce sera de bien comprendre les fondamentaux du CV. Qu'est-ce qui fait qu'un CV est un bon CV, mais dans l'absolu de manière générale, et ça c'est valable dans quasiment tous les pays. Et puis après, Philippe nous fera un zoom encore plus spécifique sur le CV Canada et Québec. Et on passera aussi un peu de temps sur la lettre de motivation et peut-être, j'espère, si on a le temps, sur l'entretien. On verra. Là, on verra au jugé comme ça.
Et puis, on aura une petite séance de questions-réponses à la fin aussi, si on a le temps, j'espère. Donc, dans ce cas-là, si vous avez des questions, hein, gardez-les dans votre besace. Et puis, je vous poserai la question, je vous demanderai à la fin, quand ce sera le moment venu, de nous poser vos questions dans le chat. Et puis, nous, on sélectionnera les questions pour y répondre un peu, celles qui semblent correspondre au plus de cas qu'on rencontre, quoi. Et puis, on va aussi vous faire des petits cadeaux. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais on a prévu de vous donner des modèles de CV. Donc, on en a deux. Un plutôt dans l'industrie, un plutôt dans le numérique. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde dans le numérique, donc ça tombe bien. Et puis, une lettre de motivation spéciale. Donc là, voilà, vous aurez ça en fin d'atelier. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous appuyer sur les conseils qu'on va donner aujourd'hui et sur ces ressources en plus et les outils que MoveJob et DoGuBuzz proposent, justement pour préparer votre départ au Canada. Peut-être pas pour demain, mais en tout cas, c'est un projet qui se mûrit et qui en tout cas, faut avoir tout ce qu'il faut dans sa besace pour y aller, quoi. Alors, Philippe, ce que je te propose, c'est que tu commences par nous donner envie, par nous faire rêver un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui est particulièrement bien au Canada? Pourquoi il y a autant de personnes qui veulent aller au Canada? Voilà, fais-nous rêver. Bah, en fait, je ne veux pas vous faire rêver hein, parce que l'objectif, c'est que je veux être concret. Je veux vraiment vous dire ce qui se passe. Alors, comme dans tous les pays, il y a toujours des avantages. Il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Souvent, je parle avec des Français qui critiquent un peu la France, qui disent ah, général bol aussi. Mais la France, c'est super beau. Il suffit juste de le quitter pendant 2 ans pour se dire ah, quand même, c'était quand même pas mal la France. Donc, l'avantage du Québec et du Canada en général, c'est que c'est un pays qui est super grand. Et juste pour vous donner un chiffre, vous allez voir, c'est qu'au Canada, il y a une personne, je crois que c'est 4 personnes au kilomètre carré. 4 personnes au kilomètre carré. Et on est quand même le deuxième pays le plus grand au monde. Et si on fait un comparatif avec la France, de mémoire, je pense que c'était 120 personnes au kilomètre carré. On passe de 120 à 4. Vous voyez. Donc, c'est sûr que c'est un pays qui est immense. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a une économie qui est en plein développement. Juste pour vous donner un ordre d'idée aussi, puis là, tu pourras peut-être me donner des conseils, Jérémy, sur le taux de chômage en France. Mais au Canada, le taux de chômage, il est de 5,4 au Canada. Au Québec, donc la province du Canada, hein, qui est comme une région, qu'on dirait un peu comme la Bretagne, admettons, c'est 4,1, mais on a quand même plein de régions où il y a des taux de chômage à 3% et voire même moins de 2% dans certaines. Donc, autant vous dire que moi, je dis attention, vous voulez pas travailler, sortez surtout pas de chez vous parce qu'on pourrait vous attraper. Il y a vraiment du travail. Donc, l'économie est super bonne. Et c'est vrai dans tous les champs d'activité. Je ne connais pas de secteur d'activité, on dit ah ben non, nous c'est difficile. Dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture c'est difficile, l'informatique c'est difficile, la banque c'est difficile. Enfin, tous les secteurs sont vraiment touchés. Donc ça c'est la réalité. Maintenant, je vais parler aussi des données statistiques du Canada et de l'immigration. Le Canada envisage cette année, donc en 2022, de faire venir aux alentours de 400 000 immigrants. Hein. Ça, c'est le nombre de migrants. Donc, le Canada, c'est grand. Et rien que la province de Québec, en 2021, avait pour objectif de faire venir 100 000 immigrants. Donc, et on imagine que ça va être au moins la même chose, voire plus en 2022. Donc, tout ça, c'est pour dire que l'économie est bonne. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent au Canada aussi hein moi, souvent, les Français que j'ai ou ce qu'ils viennent chercher, c'est un environnement économique stable, un pays super sécuritaire. Je vous assure que c'est vraiment sécuritaire, c'est incroyable. Et puis, il y a plein de raisons qui expliquent que c'est sécuritaire. Et puis aussi, la possibilité d'être, même si vous êtes dans une grande ville, hein, que ce soit Montréal, Québec ou d'autres, vous prenez votre voiture et en 10 minutes, vous êtes en pleine forêt. Ça y est, vous avez l'impression d'être les nouveaux découvreurs du monde. Là. Donc voilà, ça c'est ce qui fait vraiment la différence et pourquoi les gens veulent venir en fait au Canada. Puis pour l'éducation aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'écoles qui permettent aux enfants d'apprendre l'anglais en même temps. Donc, ça développe le côté bilingue des gens. Mais je tiens à le dire aussi, ce n'est pas obligatoire de parler l'anglais pour venir au Québec. Et moi, je suis un exemple type, c'est que je parle super mal l'anglais. Et ça fait 11 ans que je suis ici, donc c'est correct. On peut vivre sans aucun problème. Et comment ça se passe au niveau du travail en lui-même? Tu vois, c'est quoi l'ambiance? Je sais que les Américains sont très bosseurs, ils ont une éthique de travail très développée, mais ils ont aussi un mode très collaboratif. Donc, comment ça fonctionne au Canada? Et peut-être au Québec Ouais, aussi, s'il y a des différences, n'hésite pas à nous. c'est sûr que je fais toujours attention quand je parle du Canada et que je parle du Québec, c'est parce que le Canada, c'est tellement immense, c'est tellement grand. Là, après la Russie, c'est quand même le deuxième plus grand pays. Donc, d'une
d'une province à une autre, d'une région à une autre, il peut y avoir des approches un peu différentes. Je vais plutôt parler du Québec, donc la partie francophone du Canada. L'approche est bien moins hiérarchique qu'en France. Ça, c'est clair. Moi, ça, c'est tous ceux qui arrivent, tous ceux, puis bon, j'ai quand même travaillé plusieurs années en France, c'est clair que c'est beaucoup moins hiérarchique. Alors, c'est moins hiérarchique, mais des fois, ça peut être un peu plus en silo. Chaque département travaille un peu dans son coin, mais c'est pas hiérarchique. Ça, c'est clair que ça, c'est une raison. L'approche avec le travail, c'est que par exemple, en France, de mémoire, partir à l'heure, c'est pas super clean, quoi. Il faut toujours rester un peu histoire, surtout si vos collègues restent, il faut rester parce que sinon tout le monde regarde et fait ah bah toi t'es un fonctionnaire, tu pars à l'heure, quoi. Ici, c'est pas du tout dans la culture. Ici, tu viens, tu fais ton travail. Alors, des fois, tu peux faire un peu plus d'heures parce que tu as du travail à rattraper. Mais si tu finis à 5 heures et que tu pars à 5 heures, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui te fait une remarque. J'irais même, au bout d'un moment, ils vont dire bah, le gars ou la fille, elle est super bien organisée, elle fait bien son Ouais, travail parce qu'elle rentre à l'heure, elle part à l'heure, pas de problème. Grande flexibilité sur les horaires, et puis on pourra aussi parler de ça tout à l'heure sur l'environnement du travail en général. Il faut savoir que comme il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est forte, hein, parce que quand vous avez des taux de chômage à 3%, c'est que les entreprises ont énormément de mal à trouver des ressources pour faire le travail. Bah forcément, moi d'ailleurs, je remercie la pénurie de main-d'œuvre. Tous les ans, je la remercie. Merci la pénurie de main-d'œuvre, parce que grâce à cette pénurie de main-d'œuvre, en fait, on augmente dans la qualité des relations de travail. Parce que forcément, il faut prendre soin de ses employés. Parce que quand vous en avez 10 qui attendent à la porte, on l'a déjà entendu, ça, si t'es pas content, il y en a 10 derrière qui attendent. Ici, c'est pas vrai. Ici, tu peux pas dire à quelqu'un si t'es pas content, va-t'en, parce que s'il s'en va, tu te retrouves tout seul dans le bateau. Donc, l'approche est vraiment collaborative. On parle vraiment de qualité, de bien-être au travail. Il y a plein de choses qui se sont mises en place ces dernières années. Et je le dis, et j'ai pas d'action n'importe avec le Québec ou avec la politique, mais je pense que dans quelques années, le Québec sera sûrement un des endroits dans le monde où la qualité au travail sera la meilleure. Honnêtement, très honnêtement, je le crois, je le vois. Les entreprises qui aujourd'hui sont pas respectueuses ou qui sont pas dynamiques sur les bonnes pratiques de gestion de leurs collaborateurs, elles ont un roulement de personnel incroyable, elles ont du mal à attirer. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment un bon équilibre qualité de travail et vie de famille. Ouais, je pense qu'il y a un bon équilibre par rapport à ça. Tu m'avais aussi parlé de la bureaucratie à la française. Enfin, c'est moi qui avais interprété comme ça, mais que voilà, c'était beaucoup plus fluide aussi dans la manière de formaliser voilà, les partenariats, les échanges, les contractualisations qui n'en sont presque pas en fait. Ouais, en fait, ça va sûrement surprendre les gens qui nous écoutent et qui auraient le goût de venir, mais moi, j'ai rencontré, et puis ça se fait un peu moins maintenant, mais il y en a encore beaucoup. Il y a des employeurs qui vous embauchent, qui ne vous font pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire que, admettons, là, je vais embaucher Jérémy. Jérémy, je te dis lundi, tu démarres. OK, parfait. Bah, Jérémy, voilà tel salaire et autres. Et ça y est, c'est fini. Point. Il n'y aura pas d'autres documents. Alors, peut-être que si je suis sympa, je vais envoyer un courriel à Jérémy. Tu sais, Jérémy, par rapport à tu démarres lundi, puis voilà le salaire, voilà tes horaires de travail. Mais il est encore fréquent qu'il y ait des gens qui ne vous font pas de contrat. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'abus. Parce que les gens vont dire, bah là, s'il n'y a pas de contrat, je vais me faire avoir à un moment ou à un autre. Non, 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 non. Parce que ici, le préavis, alors ça, écoutez bien, parce qu'on va parler des fois aussi des différences. Ici, le préavis, c'est 2 semaines. C'est-à-dire que si je suis plus content de Jérémy, je lui dis, bah Jérémy, j'arrête, dans 2 semaines, c'est fini. Voilà. Et puis Jérémy, s'il me dit, bah Philippe, je suis pas content de toi, je m'en vais, c'est dans 2 semaines, je suis parti. Donc si, admettons, je ne paierai pas Jérémy comme je l'avais prévu de le faire, ou que ce que je lui avais dit, c'est pas l'arrêté, bah, Jérémy va me dire merci, au revoir, je m'en vais. Salut. Puis, et vu qu'il Donc, y a du plein emploi à côté, voilà, théoriquement, exact. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des différences. On n'est pas à s'ennuyer avec beaucoup de paperasse et tout ça. On est très pratico-pratique, on est très pragmatique dans les approches, et ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlera des entrevues, j'en ai quelques conseils, des fois, qui fait que les entreprises font ah ouais, les Français, c'est compliqué avec eux. Alors du coup, si on part sur le processus de recrutement en lui-même, mais d'une manière générale, c'est quoi, d'après ton expérience, les plus grosses différences? Alors avec la France, on va prendre la France comme référence, mais ou en Bah, tout cas que les c'est sûr. personnes qui postulent constatent comme différence. Ouais, en fait, on va parler de recrutement en général. Donc, lorsque les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la plupart, vous êtes déjà à l'international. Donc, ça veut dire que vous allez postuler depuis un autre pays via une entreprise canadienne, québécoise. Je pense que c'est à peu près 40% entre 30 et 40% des entreprises qui ont déjà recruté à l'international. Donc, ça veut dire qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas recruté à l'international. Donc,
je tiens à le dire, si vous envoyez votre CV à une entreprise, vous faites ce qu'on appelle une candidature spontanée et que vous n'ayez pas de retour, vous n'avez pas de réponse, rien du tout, c'est normal. Les gens, ils ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai plein de clients qui me disent, j'ai reçu un CV du Mali, j'ai reçu un CV de France, je ne peux rien faire avec. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que avec MoveJob, si vous allez sur la plateforme MoveJob, les entreprises qui sont sur la plateforme MoveJob, elles sont intéressées par le recrutement international parce qu'elles savent que nous, la plateforme, on ne fait que ça. Donc, au moins, vous allez avoir un système qui est clair et aussi bien pour les deux parties. Lorsque vous envoyez votre CV à une entreprise, soyez pas impatient. Ça prend un peu plus de temps d'analyser un CV à l'international quand on ne connaît pas le nom des entreprises, des fois même le métier n'est pas écrit de la même façon. Donc, on va en parler tout à l'heure aussi de comment mettre ça dans le CV. Donc, soyez pas impatients. Et acceptez aussi, et ça, c'est vraiment un conseil, acceptez qu'on dise, bah, malheureusement, on ne donnera pas suite à votre candidature. Des fois, moi, ça arrive qu'on dit à des candidats fréquemment, malheureusement, on ne peut pas retenir votre candidature. Et là, on reçoit tout un courriel, ouais, c'est pas correct. Bon, bah là, vous vous grillez, quoi. C'est accepter que quand une entreprise dépose une offre et qu'il y a un poste et qu'il y en a 40 qui écrivent, bah, il y en a 39 qui vont être déçus, quoi. C'est la réalité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Le processus, quand on est à l'international, votre CV est important. On va voir comment il doit être présenté, qu'est-ce qu'il y a dedans et autres, mais aussi votre lettre de motivation. Mais quand je parle de lettre de motivation, c'est la lettre de motivation à immigrer. Pourquoi vous voulez venir? Et plus vous allez être clair dans votre projet, plus vous avez de chances d'intéresser l'entreprise. Si votre projet n'est pas clair, déjà moi en tant que recruteur, je ne vous recrute pas, ça c'est clair. Mais en plus, les entreprises qui, elles, font pas ou très peu de recrutement à l'international, bah, elles ne donneront pas suite à ça, quoi. Parce qu'elles sont frileuses. Elles ont peur que le projet, en fait, ce soit pas un vrai projet. C'est ça l'idée, hein. C'est que si Ouais, tu te rends compte, parce que c'est quand même quelque chose d'important d'aller dans un autre pays, peut-être de se déplacer soi-même, sa famille. Si on sent que le projet n'est pas mûr, effectivement, on se dit, bah, tiens, je vais aller loin dans le processus de recrutement, ça va me prendre du temps, je vais faire des entretiens, peut-être que je vais faire venir la personne, et au final, elle va partir au dernier moment parce qu'elle n'a pas bien réfléchi. Et donc ça, on verra, justement dans les exemples, dans les modèles de CV, de lettres de motivation, voilà, il y a des exemples de formulation pour montrer comment montrer que le projet est sérieux. Voilà, tout simplement. Ouais, et puis Jérémy, aussi important, c'est que quand une entreprise recrute à l'international, elle doit payer des frais d'immigration pour Oui, le voilà. candidat et puis et sa famille. Donc ça a des coûts, ça. Donc bah, l'entreprise, Alors elle se dit, est-ce justement, que est-ce je que tu suis peux nous parler un peu quels sont voilà, c'est quoi le travail supplémentaire de l'entreprise pour recruter quelqu'un à l'international? Alors, nous, en fait, quand on travaille avec des entreprises, souvent qui n'ont jamais recruté ou qui recrutent très peu à l'international, nous, on a des partenaires qui sont des consultants ou des avocats en immigration. Donc, on travaille avec eux. Donc, ça veut dire que l'entreprise match avec le candidat, ils font les entrevues, tout va bien, ils tombent en amour, ils décident de vouloir travailler ensemble. Parfait, on confie le dossier à un consultant en immigration, un avocat qui va monter le dossier, donc qui va poser des questions auprès du candidat, qui va demander des justificatifs. Important aussi, là, je fais juste une petite. Quand vous dites que vous avez un diplôme, un CAP, un BEP, un bac, vous marquez ça sur votre CV, dites-vous une chose, c'est que c'est certain qu'on va vous le demander. Hmm. Parce que l'immigration va vous le demander. Donc, si vous dites que vous avez un bac, alors qu'en fait, vous avez un niveau bac, bah, vous allez voir qu'à un moment, ça va coincer. Donc, puis vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure, mais ici au Québec, on accepte que les gens n'aient pas forcément le diplôme ou acceptent que les gens ne sachent pas faire des choses. Ça, c'est pas un problème. Par contre, si vous mentez, ça commence mal. En fait, vous êtes déjà en train de briser un début de lien de confiance, donc ça ne marchera pas. Donc, une fois que le candidat et l'entreprise a matché, il y a ce qu'on appelle une demande d'immigration pour avoir ce qu'on appelle un permis de travail. Alors, il existe plein de types de permis de travail. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça pourrait être juste un sujet là-dessus. Puis ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le blog de MoveJob. Vous allez voir, on a fait un article et on a aussi une de nos consultantes en immigration avec qui on a fait une entrevue. Donc, qui explique les différents types de visas parce que c'est quand même complexe. Mais ça, c'est pas à vous de vous en occuper. C'est vraiment à l'entreprise qui est en charge de vous faire venir. Par contre, là où c'est important, c'est que tous les métiers au Québec ne sont pas cotés de la même façon. C'est-à-dire, ça va être quelqu'un qui serait, je ne sais pas, un programmeur informatique versus quelqu'un qui serait sur un emploi non qualifié ou peu qualifié, quel que soit le secteur. Dans un des cas, le premier peut venir avec sa famille, donc il aura un visa pour toute la famille. Dans l'autre, ce n'est pas le cas. Donc, quand on est sur certains métiers, peu ou pas qualifiés, je prends un exemple, vous êtes cariste, vous voulez venir travailler en tant que cariste au Québec, il y a des offres d'emploi, il y a peu de chances que vous puissiez venir avec votre conjoint au départ ou votre conjointe.
Donc ça, c'est à savoir. Par contre, si vous êtes programmeur informatique, vous aurez un visa pour vous, votre conjoint, puis pour les enfants, bien sûr, il n'y a aucun problème. On posait la question en commentaire, quelqu'un, à propos du télétravail. Donc, travailler donc, depuis la France ou d'un autre pays pour le Canada. Ouais, alors ça c'est vraiment en train de se développer. Ça, d'ailleurs, pour ceux qui iront sur la plateforme s'inscrire, vous verrez. Donc, on vous demande quel type d'emploi vous cherchez, un emploi temporaire, permanent, de la sous-traitance, du télétravail. Vous allez pouvoir le mentionner. Et ça, c'est vraiment en train de se développer. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a actuellement un client dans le domaine de la finance qui recherche des techniciens comptables, qui lui est très ouvert, du style, vous voulez commencer à travailler depuis la France ou un autre pays, pas de problème. Il est prêt à vous embaucher. Vous êtes prêt à immigrer, pas de problème, il va vous faire venir. Vraiment, il ouvre très large. Et ça, c'est un premier contact, hein, c'est donc un cabinet comptable. Mais je suis sûr que dans les prochaines semaines, c'est quelque chose qui va se développer de façon assez impressionnante. D'ailleurs, il va falloir aussi que les lois soient réinventées parce que forcément, la couverture, c'est quoi? Quel type de couverture on fait bénéficier? Est-ce qu'on fait en France, c'est la sécurité sociale. Ici, c'est une autre couverture, donc la RAMQ. Donc, ça, c'est là aussi, hein, le télétravail va demander à repenser les bonnes pratiques, hein. Tout à fait. Et à quel moment il faut se déplacer sur place, aller dans le pays? Bah, en fait, quand vous déplacez, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'immigrer, que l'entreprise vous a dit go, Jérémy, je t'ai embauché, tu viens et prends ton billet d'avion, les dossiers d'immigration. Il y a certains candidats qui décident de venir avec un visa touristique pour démarcher les entreprises. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais souvent les gens sont assez déçus des résultats. Parce que les entreprises, elles vous rencontrent en entrevue, tout match bien, c'est cool. Puis là, d'un seul coup, ils disent, ah, mais vous n'avez pas de permis de travail, vous n'avez pas de visa. En fait, il faut que vous repartiez, il faut qu'on va. Ah, ok. Là, d'un seul coup, c'est un peu la douche froide pour l'entreprise et puis souvent pour le candidat ou la candidate. Donc, est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. En tout cas, Si si on vous est voulez sur venir en place, vacances, pourquoi pas? Voilà, c'est ça pourquoi l'idée. pas? Ouais. Mais là encore, si vous êtes sur place et que vous rencontrez des gens qui ne sont pas prêts à recruter à l'international, ben, ça ne vous aidera pas, quoi. En fait, ça va être même plus frustrant. Si vous venez sur place, à mon avis, hein, puis là, admettons, commencez à matcher avec des entreprises, avec des entreprises qui sont prêtes à recruter à l'international et vous dites, hey, moi, dans un mois, je viens en vacances pour 2 semaines, 3 semaines, est-ce qu'on peut se rencontrer? Là, par contre, vous allez avoir des beaux résultats. Là, ça sera efficace. C'est un bon moyen de forcer le contact, en fait, parce que là, Ouais, et puis de il y a démontrer une quand même de votre occasion engagement, unique. Tout quoi. à fait, ouais, ouais, c'est clair. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur le processus en général avant qu'on aborde peut-être plus spécifiquement le CV, Non, bah, sur je le pense qu'on processus va, de on recrutement? va sûrement en parler avec le CV, puis la lettre de motivation, Ouais, je puis pense qu'on va l'entretien. aller Ouais. Ok. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est que je commence par un petit medley de conseils, un petit mix de différents conseils, soit des choses qui me semblent vraiment fondamentales sur le CV, soit des petits détails, mais qui peuvent des fois gagner un temps fou, parce que quand on n'est pas au courant de certaines choses qu'on peut faire sur un CV, ben, on peut se tordre la tête. Et après, Philippe nous parlera du CV Canada au Québécois, et ferai un partage d'écran. Ça, vous pourrez voir un modèle en direct, celui que vous aurez à la fin de l'atelier. Euh, alors, pour commencer déjà sur les conseils CV, là, tout ce que je donne ici comme conseil, c'est soit parce qu'ils sont issus d'études sur le CV, donc soit dans le domaine de la psychologie, du management, en recrutement, il y a plein de chercheurs qui font des études, qui observent des recruteurs en train de faire des CV, qui envoient des CV, qui font des variations de CV pour essayer de comprendre les processus de décision, qui sont bien souvent inconscients, hein. C'est très compliqué de savoir comment on prend une décision, même si les recruteurs essayent voilà, de conscientiser au maximum leur choix. Donc, ce sont quand même des conseils génériques. C'est là où je veux un petit avertissement, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent au plus grand nombre, mais après, il est tout à fait possible que dans certains contextes ou pour certaines personnes, les choses soient légèrement différentes. Donc, je vous laisse juger par vous-même, en fait, est-ce que c'est cohérent ou pas pour moi par rapport à mon contexte. Alors, première chose à connaître, à savoir sur un CV, c'est quoi un bon CV, en fait? Pour moi, la réponse, c'est un bon CV, c'est un CV qui vous envoie en entretien dans des bonnes conditions. C'est tout. Voilà. Donc, on s'en fiche qu'il ait telle forme, qu'il ait telle couleur, qu'il fasse tant de pages, etc. Si un CV réussit à faire ça, c'est que c'est un bon CV. Voilà. Et donc, si votre CV aujourd'hui vous permet de décrocher des entretiens dans de bonnes conditions, bah, ça veut dire que c'est un bon CV, tout simplement. Alors, dans de bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez en entretien et la discussion est fluide.
C'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas en train de dire « Alors, attendez, ce truc-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que je ne comprends pas bien ?» Ou qu'on sent qu'il a des petits doutes qu'il essaye de lever. Alors ça, c'est normal, hein, ce n'est pas grave. Mais au contraire, si vous avez un super CV, il va avoir vraiment envie de… Alors, expliquez-moi comment vous avez fait ça, parce que c'est génial. Et là, on arrive dans une discussion qui est pas du tout la même. Donc ça, c'est un bon CV. Deuxième conseil, qui est probablement le plus important, si j'ai dit ça et vous appliquez ça, c'est bon, c'est s'adapter à la cible, c'est-à-dire à la personne ou à l'entreprise auprès de laquelle vous postulez. On va essayer d'avoir du contenu qui correspond à ses attentes. C'est-à-dire que 80% du contenu de votre CV, en fait, bon, 80%, hein, c'est à la louche, mais devrait correspondre à ce que cherche l'entreprise. Donc, un bon marqueur pour ça, c'est pour savoir si votre CV est bien adapté, c'est vous prenez une offre d'emploi, par exemple, ou une fiche métier du poste que vous visez, qui correspond au contexte de l'entreprise, etc. Parce qu'il y a des petites, des grandes, donc elles n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Et vous regardez toutes les compétences, toutes les qualités qui sont demandées dans l'annonce et les différents contextes de mise en pratique. Et vous prenez un stabilo, un petit surligneur, là, et vous surlignez dans votre CV tout ce qui correspond. Donc là, par exemple, on demande telle qualité ou telle compétence. Ça y est, dans mon CV, je l'ai mentionné à 3 endroits différents, dans 2 expériences et dans ma liste de compétences. Tac, je stabilote, je surligne. Je sais que les Canadiens n'aiment pas, les Québécois n'aiment pas trop les noms de marques, je vais m'adapter. Et donc, au final, le CV doit être surligné à 80-90% en jaune. Voilà, donc, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un CV qui est dense en informations, qui est riche en informations pertinentes pour la personne qui va lire votre CV. Alors, faire ça, c'est facile à dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire. La seule astuce pour bien le faire, en fait, c'est qu'on va juste choisir dans notre expérience, dans notre parcours, ce qui correspond à ce qui est attendu par l'entreprise. Donc, on va voir, on va dire, bah, tiens, là, il demande ça, et bah, quand est-ce que j'ai fait ça dans mes jobs? Et je vais juste, comme ça, peupler mon CV de différents éléments qui vont, en fait, exactement correspondre à ce qu'attend la personne qui lit votre CV. Évidemment, on va aussi construire son CV pour qu'il soit cohérent. Donc, on va faire en sorte de rajouter du contexte, d'expliquer pourquoi on est arrivé là et ce qui fait qu'on a eu besoin de faire telle ou telle mission. Donc, c'est pour ça qu'on ne sera pas à 100% de contenu qui correspond. Mais on va essayer d'avoir vraiment cette richesse d'informations sur le CV. Donc, c'est vraiment une question de sélection, de choisir. Et bien souvent, quand on a plusieurs années d'expérience et qu'on postule pour un job similaire, on a ces 80%, on les a dans notre bagage. Mais ce qu'on a souvent envie de faire, c'est qu'on a envie de tout raconter ou de décrire l'ensemble du périmètre du poste qu'on a fait. Et là, du coup, on se noie dans les détails qui n'intéressent pas forcément la personne qui va lire votre CV. Alors, bien sûr, je dis, il faut surligner, il faut regarder l'offre d'emploi. Vous avez aussi le droit de faire des interprétations et d'aller un peu plus loin que l'offre d'emploi. C'est-à-dire de vous dire, tiens, ils n'ont pas dit qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse preuve de proactivité ou je ne sais quoi, mais je sais que dans son type de métier, voilà, dans mon métier, c'est normal, donc je vais le mettre en avant. Donc, on a aussi, voilà, mais c'est des choses qui correspondent vraiment à ce qui est attendu. S'adapter à la cible, donc c'est vraiment ça. Après, en tout cas en France, tu me diras au Canada, je suis quand même curieux de savoir ça, mais on peut s'autoriser à sortir légèrement des sentiers battus. Notamment, je pense au titre des expériences. Par exemple, là, j'accompagnais quelqu'un qui était un ingénieur télécom il n'y a pas longtemps, et dans son intitulé d'une expérience, il avait mis ingénieur QoS radio. QoS, ça veut dire Quality of Service. Sauf que là, il postulait dans une entreprise qui n'était pas dans les télécoms et qui probablement ne connaissait pas cet acronyme. Donc là, on a juste renommé en ingénieur qualité de service. Ça correspond au poste, mais on s'adapte pour la cible afin qu'elle comprenne vraiment qu'est-ce qu'a fait la personne. Autre exemple, j'avais quelqu'un qui était coordinatrice d'association sur la métropole angevine. Voilà, c'est la ville d'Angers. On a renommé ça en coordinatrice d'association dans le domaine du handicap, parce que c'était le domaine dans lequel elle travaillait, et ça montrait qu'elle était spécialisée dans ce domaine-là. Ce qui était vrai, hein, son expérience était exclusivement dans le handicap, mais ce n'était pas son titre de poste officiel. Donc, elle hésitait à le mettre. Voilà. Ah non, on va le valoriser, ça, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Le CV sur 1 ou 2 pages, alors on me pose souvent la question, donc en fait, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est un CV adapté à la cible. Alors, pas trop long, hein, mais pas trop court non plus. Donc, 1 ou 2 pages, tant que ça correspond à ce qui va convaincre la personne en face de vous, bah, c'est bon.
Donc, si on fait une simulation, hein, justement là, c'est des cas où les recruteurs ont été observés à la loupe, à savoir, on leur envoie une version avec une page, 2 pages, ça varie trop en fait. Il n'y a pas moyen de déterminer un facteur qui fait que ça marche mieux ou pas. Par contre, un des facteurs qui fait que ça marche bien, c'est vraiment s'adapter à la cible. Ça, c'est sûr, ça marche à tous les coups. Allez, 2 autres petits. Les trous, ah non, il m'en reste 3. Les trous dans le CV. Voilà, ça revient souvent. Un trou dans le CV, donc c'est quoi? C'est une période de plus de 6 mois sans expérience ou sans formation. Donc on se demande un peu, mais qu'est-ce qu'il ou elle a fait pendant cette période? Donc, il faut savoir qu'un trou dans le CV il y a 10 ans, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important, c'est de l'histoire ancienne. Pas, voilà, on ne va pas s'intéresser à ça. Si le trou est plus récent, par exemple, c'est-à-dire que votre dernière expérience remonte à plus de 6 mois, 9 mois, 12 mois, ça pose déjà une question de savoir, en fonction des métiers, mais c'est notamment les métiers les plus pointus, est-ce que vous êtes toujours dans le coup au niveau compétences? Voilà, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu rouillé? Donc, ça, c'est pas du tout éliminatoire, mais ça envoie ce petit message subliminal. Et donc, on va pouvoir essayer de contrebalancer par d'autres messages sur le CV. Par exemple, si on a un petit lien LinkedIn sur son CV et que le recruteur va le voir, hein, ce n'est pas toujours le cas, il va pouvoir voir votre activité et voir qu'en fait, vous êtes toujours bien dans le coup. Donc là, on va faire attention, voilà, montrer qu'on est bien en veille. On peut participer à des événements professionnels. Il y en a plein en ligne là, depuis la pandémie. Donc, toutes les semaines, il y a des événements à droite et à gauche qui vous permettent de vous familiariser avec votre domaine. Faire un MOOC, une formation en ligne aussi, il y en a plein, pareil, qui dure 2-3 semaines, mais rien que ça permet de montrer, d'envoyer ce petit message, hey, je suis toujours intéressé, je suis toujours dedans. Donc ça, c'est voilà, important. Et puis, d'une manière générale, un trou, ça se justifie facilement. Voilà. Ce qu'il faut surtout éviter généralement, c'est de laisser le doute. Si au bout d'un moment dans votre candidature, si dans votre CV, il y a plusieurs petits doutes comme ça qui commencent à émerger, et ben ça envoie un ensemble de signaux, voilà, qui ne sont pas forcément rassurants. Et forcément, vu comment l'humain est fait, ben, on a envie de combler ce manque d'informations par des projections. Donc, on peut imaginer, tiens, peut-être que il a fait une expérience qui était assez courte, peut-être qu'il s'est fait virer, mais peut-être pas. Mais il en a fait 3-4 qui sont assez courtes, donc c'est bizarre. Et là, une fois qu'on a ce truc-là, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Là, j'avais accompagné une dame qui était directrice administrative et financière. Et puis, elle avait plusieurs comme ça expériences successives. Et on se disait, mince, ça renvoyait un signal, c'est bizarre quand même, parce que DAF, c'est des métiers où on reste généralement un peu longtemps. Et puis, et en fait, c'est juste qu'à chaque fois, elle progressait tellement vite dans l'entreprise qu'on lui demandait d'aller bosser au siège. Et elle était là, bah non, en fait, je préfère rester là où j'habite. Elle habitait au soleil avec sa famille, etc. Donc, du coup, d'un coup, en expliquant ces processus de démission, eh ben, ça la valorisait d'autant plus parce qu'elle était capable d'expliquer qu'on lui proposait des promotions, etc. L'avant-dernier, donner des preuves, des résultats et essayer d'être précis. Voilà. Ça, c'est le deuxième plus gros conseil. Le premier, c'est de s'adapter à la cible et le deuxième, c'est être précis dans son CV. Donc, ce qui se passe souvent quand on rédige une expérience, on a tendance à lister ce qu'on a fait dans son job, alors ce qu'on a fait concrètement. Donc, par exemple, organisation de réunions, planification de déplacement. Voilà, là, par exemple, j'accompagnais une assistance administrative et qui avait mis ça dans son CV et elle était assistante administrative d'un ambassadeur. Donc, je me suis dit, il y a peut-être plus que ça derrière. Et tout simplement, en essayant de comprendre combien de rendez-vous elle organisait, par exemple, auprès de combien de personnes, on arrivait avec un descriptif beaucoup plus précis qui était organisation de 800 rendez-vous par an avec près de 2500 interlocuteurs. Et tout de suite, alors déjà, ça donne une autre dimension à son poste, parce qu'on est tous capables de prendre des rendez-vous. Hein. Moi, j'appelle le coiffeur de temps en temps. Ça ne m'a pas l'air compliqué. Mais dans le milieu diplomatique, avec 800 rendez-vous par an, 2500 interlocuteurs, et elle n'avait pas que ça à faire, hein, évidemment. Là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Un autre intérêt des chiffres, et ça, c'est important, c'est que ça montre qu'on est précis. Donc, ça montre aussi qu'on est rigoureux, donc qu'on ne fait pas d'erreur, ou en tout cas qu'on fait attention, voilà, qu'on est soigneux. Et ça, évidemment, quand on cherche à recruter quelqu'un, voilà, si on voit qu'il y a quelqu'un qui va être soigneux et rigoureux, ça, c'est le critère dans les compétences comportementales, le critère numéro 1. Est-ce que la personne que je recrute, est-ce qu'elle est rigoureuse? Est-ce qu'elle est sérieuse dans son travail? Allez, un dernier mot sur les soft skills, puisque j'en parle du coup. Je ne sais pas si vous connaissez les soft skills. Je ne sais pas comment on dit au Québec.
Comment tu dis au Québec? En fait, on va l'utiliser quand même. C'est rare, mais on utilise quand même, on utilise quand même, ou on va parler de compétences connexes ou des choses comme ça. Compétences comportementales, il y a qualité aussi, Ouais. des fois on entend. C'est un peu Nous, on bizarre, dit compétences connexe. comportementales. Ouais. Ouais, on va dire, parce D'accord, que comportemental, c'est sous-entendu qu'on va forcément t'analyser là, mais c'est plus OK, évidemment. Ouais. ça accompagne tes compétences professionnelles. Ouais. Et donc là, il y a eu pas mal d'études sur le sujet, c'est hyper intéressant, justement sur, tiens, je lis un CV et qu'est-ce que inconsciemment j'en déduis de cette personne, mais juste à la lecture du CV, à travers une multitude de faisceaux d'indices qu'on peut lire. Alors moi, j'ai lu plus de 26 études sur le sujet, hein, donc, et qui se recoupent plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Et en gros, il y a deux manières de mentionner ces compétences, voilà, ces compétences connexes, ces soft skills. Il y a une manière qui est subliminale et une manière qui est de les énoncer explicitement. Alors, la manière subliminale, c'est hyper simple. La manière subliminale, c'est, par exemple, pour montrer des qualités de leadership, ou en tout cas pour que votre lecteur en interprète des qualités de leadership, il faut simplement mentionner que vous avez encadré des équipes. Facile. Pour montrer des qualités de coopération, il faut simplement mentionner que vous avez travaillé en équipe. Et en fait, rien que de faire ça, ça fait venir à la surface consciente de la personne qui lit votre CV, ah ouais, travaille en équipe, et elle associe ça avec vous. Même si vous n'aimez pas du tout travailler en équipe, même si vous êtes un mauvais manager, le fait de le mentionner, à ce moment-là du processus, c'est considéré comme une qualité. Ce sera probablement réévalué dans la suite du processus. Donc, si effectivement, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez des appétences, n'essayez pas d'aller dans cette direction parce que ça va vous tendre des pièges, en fait, tout simplement. Et puis, pour montrer qu'on est rigoureux, comme j'ai déjà dit, il faut simplement appuyer ces informations par des chiffres. Donc, dans tout son CV, on va être le plus précis possible, en fait. On va laisser le moins de place au flou ou au doute. Et comme ça, on se dit, voyons, c'est carré avec lui. Au moins, il n'y a pas de place à l'interprétation et tout ça, on sait à qui on a affaire. Puis la deuxième chose sur les soft skills, donc là, c'était la partie subliminale. Et la deuxième partie, c'est tout simplement de les énoncer explicitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de dire, en gros, je possède telle ou telle qualité. Et oui. Alors, évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce que souvent, ça peut sembler un peu prétentieux. Donc, on va juste le justifier avec une raison qui semble pertinente et qui le sera dans votre cas, on ne va pas essayer de mentir. Mais par exemple, si on souhaite illustrer ses capacités d'adaptation, donc on peut mentionner, alors soit dans sa lettre de motivation, soit sur son CV, donc on a des textes de description, on peut écrire quelque chose comme, alors je vous ai rédigé un petit texte, impliqué dans plusieurs associations sportives et caritatives et ayant effectué des stages dans 3 pays différents, je suis constamment en contact avec des personnes d'origine et de milieux très divers. J'ai ainsi appris à m'adapter à des circonstances très différentes et à développer à chaque fois un très bon relationnel. Voilà. Donc en gros, je sais m'adapter et j'explique parce que j'ai évolué dans des univers très différents, etc. Ça semble cohérent, c'est logique, et en plus, ça se vérifiera sur votre CV. Et donc, ah bah oui, ok, il a des bonnes capacités d'adaptation, super. Donc si l'explication semble cohérente, alors en fait, ce sera accepté en fait comme tel, sans besoin de preuves, de certificats, de tests de personnalité ou je ne sais quoi. Et alors le petit bonus, si vous écrivez, alors c'est ça que j'adore, si vous écrivez comme ça, de cette manière-là, vos soft skills, en fait, le lecteur va aussi se dire, hey, dis donc, il est plutôt doué en communication. Il sait bien s'exprimer parce que, il sait expliquer une qualité qu'il a et expliquer d'où elle vient. Donc, tout de suite, ça va être une qualité bonus qui, vous n'aurez même pas besoin d'en parler. Le simple fait de mentionner ça, ça va être interprété de cette manière-là. Et deuxième interprétation du fait de les mentionner explicitement de cette manière, c'est que vous aimez la prise de responsabilité. Voilà. Et c'est sûr que là, on sent que la personne se met un peu en avant. Elle n'hésite pas à dire, tiens, j'ai telle qualité parce que... Et donc, ça dénote une certaine assertivité. Donc, je suis capable de dire ce que je pense et qui sont des qualités qui sont souvent liées à la prise de responsabilité. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer des heures. C'était déjà un peu long. Mais voilà, j'ai essayé de vous mettre des petits conseils à droite à gauche qui peuvent vraiment être intéressants. Philippe, je te propose maintenant que nous basculons sur la partie Canada. Donc, si j'ai dit des bêtises par rapport au Québec, corrige-moi. Non, c'est parfait, Jérémy. Puis d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le principe de surligner du matching là, entre l'offre d'emploi. Et en fait, nous, c'est comme ça qu'on a démarré la conception de Move Job. C'était de se dire,
il faut simplifier le travail du recruteur et du candidat. Donc, c'est pour ça que quand vous allez, je sais pas, vous êtes un soudeur, vous êtes un comptable, vous choisissez votre métier et on vous propose une liste de compétences et de tâches que vous maîtrisez. Puis vous êtes capable de marquer 1 étoile, je l'ai peu fait, ou 5 étoiles, j'ai vraiment. Et en fait, c'est ça le match. En fait, ce que tu donnais tout à l'heure, l'exemple du surlignage, c'est exactement ça, mais qu'on va faire, on va dire, informatiquement. Et ça va permettre à l'entreprise de dire ah, j'ai un match avec un candidat qui correspond à mes critères et on va voir sur quoi on correspond et je vais faire waouh, là ça m'intéresse de parler. Donc, vous, en tant que candidat, vous savez avec qui vous matchez et pourquoi vous matchez avec l'entreprise et l'entreprise fait la même chose. Et là, elle n'a pas encore ouvert votre CV. Donc, elle n'a pas encore ouvert, elle sait déjà que c'est intéressant, vous répondez à ces critères de base. Et en plus, notre plateforme, elle évolue grâce à nos clients et grâce aux candidats. Parce que moi, il y a Alicia aussi qui est avec nous aujourd'hui. C'est fréquent qu'une entreprise ou un candidat nous écrive hey, j'ai telle compétence, je ne l'ai pas vue dans mon profil. Ben, nous, on va vérifier si elle existe et si elle existe, on va la rajouter. Donc, ce qui fait que tous les autres candidats vont pouvoir bénéficier de cette compétence-là et les entreprises aussi. Alors, pour revenir au CV, premièrement, Alors, juste tout un à petit l'heure, truc, je vais me Oui, permettre de vas-y. partager l'écran. Ah, D'accord? Je ben, vais parfait. partager mon écran avec un exemple de CV. Alors là, c'est pour un métier de l'industrie et je vais peut-être basculer un moment sur un autre dans les métiers du numérique. Voilà. Pardon, Excellent. Excellent. je te laisse faire. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier Jérémy puis Do You Buzz parce que c'est avec eux qu'on a préparé cette maquette de CV qui va pouvoir vous servir justement si vous décidez d'écrire pour des postes ou de postuler sur des postes au Québec. Alors, premièrement, je vais être très simple, c'est que tout à l'heure, Jérémy a dit ce qui fait la différence, c'est que le CV vous amène en entrevue. Ça, c'est la base d'un CV, c'est une carte de visite. Hein. Alors, vous ne devez pas tout dire dans le CV parce que pourquoi je vais vous rencontrer si vous avez tout dit dans le CV? Donc, il va falloir qu'il y ait quand même des choses qu'on va voir ensemble. Premièrement, un CV au Québec, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Par exemple, en France, vous allez mettre une photo, vous allez mettre si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous allez mettre plein de choses comme ça. Ici, c'est pas, non, on met pas ça. D'ailleurs, vous voyez dans le modèle, il n'y a pas de photo. Oui, bien sûr, il y a votre nom. Rapidement, on voit le métier. On voit aussi si vous avez, par exemple, des certifications ou des diplômes. Si vous écrivez à l'international et que vous marquez le nom des entreprises, je prends un exemple parce que celui-là, il me fait souvent rire. C'est que si vous avez marqué que vous avez travaillé, même si peut-être que maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, cette entreprise, mais vous avez dit que vous avez travaillé pour EDF en France. Bah, EDF ici, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il va falloir le détailler. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'acronymes. Bah, faites très attention parce que les acronymes au Québec, ce n'est pas les mêmes qu'en France. Donc, si vous avez travaillé en qualité santé environnement, QSE, essayez de l'écrire dans son intégralité. Ça va être plus facile et en même temps, ça va répondre aux mots recherchés par le recruteur dans votre CV. Donc, ça, c'est la base. Vos expériences, détaillez-les bien. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez fait, quel type de travaux, quel type d'équipe est votre rôle, ça c'est important. Si vous travaillez dans des entreprises qui sont des petites entreprises, n'hésitez pas à marquer entreprise de 50 salariés. Ça va permettre aussi à l'employeur de voir, parce que dans une entreprise, quand elle est plus petite, on va dire 20, 30, 40, souvent on demande beaucoup plus de polyvalence que quand dans une entreprise de 500 où chacun fait son job. Donc, comme la grande majorité des entreprises au Québec sont des PME, des petites entreprises de 50 salariés, alors il y a des très grosses, hein, bien sûr, comme partout dans le monde, mais il y a aussi, la grande majorité, c'est plutôt des petites. Donc, n'hésitez pas à marquer la taille de l'entreprise. Ça permet aux recruteurs de visualiser. Chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas forcément de ressources humaines. Donc, des petites PME, 20, 30, 40 personnes, c'est souvent la personne qui fait peut-être la planification des travaux, qui fait peut-être la comptabilité. Donc, facilitez-lui la tâche. Je dis toujours, un CV qui est efficace, c'est celui qui facilite la tâche. Dans le CV, forcément, alors moi, je vous donne un conseil aussi. Si vous déposez votre CV sur la plateforme MoveJob, puis pour d'autres, ça peut être aussi vraiment efficace, essayez de mettre dans le même document, donc souvent un document PDF, hein, c'est important, de mettre votre lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, on va en parler un peu, mais c'est une lettre qui présente votre projet, pourquoi vous écrivez, pourquoi vous voulez partir au Canada. Dans votre lettre de motivation, vous expliquez votre projet, mais s'il vous plaît, ne critiquez pas votre pays ou ça marche pas. Ça, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Soyez positif. On veut recruter des gens positifs. On veut recruter des gens qui vont nous amener une belle plus-value. Donc, vous avez votre CV. Là, par exemple, on voit le CV d'un soudeur. Et si vous pouvez,
joindre quelques photos. Vous savez, on est dans certains métiers, ce sont des gens qui sont, on va dire, terrain, quoi. Donc, si vous le dites que vous avez soudé puis que vous mettez des photos de vos dernières soudures ou de vos dernières réalisations ou je ne sais quoi, si vous êtes un carreleur ou je ne sais quoi, ben, c'est clair. Tout de suite, l'entreprise s'est fait waouh, hey, c'est super beau. Et puis, peut-être même que les images, les soudures, comme vous le voyez là, peuvent être montrées au chef d'atelier qui fait waouh, ouais, c'est vraiment de la belle qualité. Il faut qu'on lui parle à ce gars-là ou à cette fille-là. Donc là, vous allez passer toutes les étapes rapidement. Vous êtes dans du concret. Il y a même dans certains cas la possibilité de mettre dans votre CV un lien vers une vidéo où on vous voit souder, par exemple. Ça marche très bien. Nous, d'ailleurs, en recrutement, exact, on le dit. Vous savez, alors c'est sûr que si vous voulez envoyer une vidéo en tant que soudeur, parce que là, on est sur un profil de soudeur, s'il vous plaît, mettez votre cagoule de soudure après avoir démarré la vidéo, parce que ça pourrait être votre meilleur ami qui soude, quoi, puis on ne le saurait pas. Donc, les gens ne sont pas. Montrez-vous, faites votre soudure, faites une petite vidéo de la qualité de vos soudures. Ça dure 2-3 minutes maxi. Et là, je vous assure que c'est, en règle générale, assez gagnant. Les types de diplômes, là, on le voit, on est sur les diplômes. Bon, si vous dites que vous avez un CAP, un BEP, bah, ils ne savent pas ce que c'est ici. La plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est un CAP ABEP. Si vous dites que vous avez un bac pro, parce qu'un bac, ce n'est pas la même chose qu'un bac en France. Donc, essayez d'aller sur le site. Puis sur MoveJob, vous allez trouver aussi sur le blog les cohérences. Par exemple, là, on voit que la personne elle a un BEP en soudure. Ben, au Québec, ça s'appelle un DEP. Puis vous allez me dire, bah là, j'ai un CAP, mais c'est aussi un DEP. Ouais, parce que les diplômes vont être à peu près sur 2 niveaux d'échelon, comme le CAP et BEP. Donc, si vous marquez que vous avez un DEP, donc équivalent DEP au Québec, ben, pour le recruteur, vous venez du faciliter la tâche. Vous lui avez dit que vous avez travaillé chez EDF en tant que soudeur. EDF vous dit que c'est la compagnie type Hydro-Québec parce que vous avez fait votre travail. Waouh, c'est vraiment bon. Donc, tout ça, c'est faciliter la vie du recruteur. Vous savez, hein, Jérémy ne l'a pas dit, mais un recruteur, en règle générale, c'est moins d'une minute qui passe sur votre CV. Donc, quand il arrive sur votre CV, si il n'y a rien qui l'accroche, quelques secondes et c'est terminé. Si par contre, il dit, ah, ça peut être intéressant, oh, il a fait ça, en plus, il y a quelques petites photos dans son portfolio, oh, ok, ça c'est bon. Donc là, en plus, là, on le voit, il y a une petite présentation du parcours professionnel et du projet pour partir au Québec. Tout ça, là, en quelques secondes, le recruteur, il a vu ça, il fait, oh, ça, je le mets de côté, il va falloir que je parle à cette personne-là, ça va vite. Au Effectivement, niveau des langues, ah, oui, pardon, vas-y. vas-y. Non, mais je reviens sur le projet d'expatriation qu'on voit dans le CV là. Je pense que c'est. On en parlait en début et du coup, je pense que ça vaut le coup peut-être de faire un focus sur le texte rédigé spécifiquement. Et je ne sais pas si vous Ouais, arrivez à lire là, mais on comprend là. Alors, la personne écrit: Avec mon épouse et mes 2 jeunes enfants, nous avons le projet de venir nous installer au Québec courant 2022, le temps de trouver l'entreprise idéale et de faire les démarches administratives. Ma conjointe travaille comme adjointe de direction dans le secteur médical et va rechercher aussi un emploi dans les semaines qui suivront notre installation. Nous avons déjà réalisé un voyage explorateur au Québec en 2019 et nous avons des amis dans la région de Québec. c'est Là, vraiment le parfait. projet, il est mur. Là, ils y Là, vont, ils ont la date, sa femme, elle travaille dans un domaine où il y a du recrutement, ils savent comment ils vont faire, les enfants, enfin bref, il n'y a pas de ça, retour en c'est arrière carton, pour hein. eux. Voilà. Ça, c'est carton. En règle générale, ce genre de démarche et autres, c'est sûr que c'est rassurant. Et en même temps, hein, je le dis parce que là, on parle de la conjointe qui fait quel métier et autres, qui va chercher un emploi. Souvent, vous savez, ici, on appelle ça le réseautage, hein. Tout le monde connaît tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas impossible que l'entreprise qui dit, eh, moi, ce soudeur-là, je veux le recruter. Puis dis donc, je pense que j'ai un de mes amis qui a une entreprise qui recherche une adjointe administrative ou une comptable ou une adjointe de direction. Je vais lui envoyer le CV. Puis d'une pierre deux coups, les deux se font recruter en même temps, quoi. C'est vraiment fréquent. Donc, ça, c'est important. Je voulais revenir sur la langue aussi. Bon, vous parlez français, parfait, vous l'écrivez, OK. Attention à l'anglais. Des fois, les gens marquent bilingue. N'oubliez pas que vous arrivez dans un pays qui est bilingue. Si vous dites que vous êtes bilingue, soyez-le vraiment, quoi, parce que sinon, c'est catastrophe, quoi. Je vous le dis là, c'est donc et en même temps, si vous parlez pas anglais, où vous avez juste des bases, hein, style pour partir en vacances, pour demander une tequila et où est l'hôtel, marquez-le. Anglais de base, scolaire, c'est pas grave. Il y a plein d'endroits ici où on va pas vous demander, on va pas me faire de test d'anglais, il n'y a pas de problème. Dans certains métiers, oui, c'est plus complexe que vous parliez pas anglais, je pense en informatique ou autre, là, mais
Mais sinon, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. Mais surtout, ne mettez pas que vous êtes bilingue ou que vous avez un très bon niveau d'anglais, alors que si le recruteur, juste pour s'amuser, vous pose 2-3 questions et que vous et que vous y arrivez pas, en fait, ça va plus vous porter préjudice. Oui. Chose qui est importante aussi dans les entrevues, parce que là, on est sur les CV. Le recruteur, souvent, il va aller quand même confirmer 2-3 petites choses. Parlez-moi de vos expériences. Il va vous mettre en situation. Donc, il va dire, dans cette entreprise-là, vous faisiez quoi concrètement? Je vois qu'il y a une question, est-ce que le TOEIC est reconnu au Québec? Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci par rapport à l'évaluation des langues. Donc, il va vous poser des questions, qu'est-ce que vous faisiez? Ici, on a beaucoup d'entrevues qui sont des entrevues en mise en situation. Je prends un exemple. Là, on aurait le Jean-Michel Dubois. Bah, Jean-Michel, il va sûrement même vous tutoyer, il va vous demander l'accord, mais est-ce que je peux vous tutoyer en entrevue? Et il va vous dire, Jean-Michel, est-ce que tu as déjà eu des conflits au travail? Alors, si vous dites non, j'ai jamais eu de conflit, c'est OK, bon, ça veut dire que toi, tu vas toujours dans le même sens que tout le monde et tout le monde va dans ton sens. C'est quand même assez rare. Donc, si vous dites, ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des conflits, comment tu les règles? Comment ça s'est passé? Puis là, il faut l'expliquer. Puis, si vous êtes à l'aise avec les conflits, il faut le dire. Ici, là, au Québec, c'est pas une société qui aime les conflits. Je tiens à le dire. Les gens qui aiment créer des conflits, qui aiment s'installer dans des conflits, ils vont pas être heureux au Québec parce que le Québec, les gens, ils détestent ça. Donc, mais expliquez tout simplement ce que vous faites, comment ça s'est passé. Si vous avez géré des équipes, ok, comment ça se passait quand un membre de votre équipe allait pas dans votre sens ou avait pas la productivité que vous vouliez, comment vous alliez interagir. Ça, c'est vraiment ce type de questions-là qu'ils vont vous poser. S'ils vous posent une question sur des travaux, il fait, est-ce que tu as déjà fait ce type de travaux-là? Est-ce que tu as déjà utilisé ce type de logiciel? Vous savez pas faire, dites-le. Non, ça, malheureusement, dans mon travail, j'ai pas eu à l'utiliser. Je l'ai vu en formation, mais ça fait très longtemps. C'est correct. Ça, ils aiment ça. Ils vont vous dire, bon, et par contre, est-ce que si on avait de la formation, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre et de travailler là-dessus? Bah là, c'est à vous de choisir si vous voulez dire oui ou non. Si vous dites oui, alors que ça vous intéresse pas, c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied, hein, parce que c'est vous qui allez vivre avec après, hein. Mais ne mentez pas. Honnêtement, ça m'arrive des fois d'accompagner lors des entrevues certains candidats avec je leur dis avant, ne mentez pas, c'est pas grave. Si vous demandent si vous savez faire ça, vous avez utilisé tel type de logiciel, vous dites non, pas de problème, bah, ça passera, il n'y a aucun souci, quoi. À moins que ça soit une des obligations, un critère obligatoire dans l'offre d'emploi, bah, malheureusement, il va dire je peux pas retenir votre candidature, mais puis si, admettons que vous, alors je parle pas de mentir, vous faites une omission, hein, admettons, hein, vous contournez le problème. Si vous venez au Québec et que ça fait partie d'une tâche importante que vous avez à faire alors que vous ne savez pas le faire, vous allez vite perdre du crédit. Et je vous l'ai dit, l'entreprise, elles peuvent mettre fin à votre contrat au bout de 2 semaines, quoi. Donc, c'est vous qui allez vous retrouver dans une situation très, très, très délicate derrière. Donc, dites ce que vous savez faire, dites ce que vous savez moyennement faire, dites ce que vous ne savez pas faire, dites ce que vous n'aimez pas. Si vous dites ça, ah non, ça, je ne suis pas à l'aise, j'aime pas ça. Dites-le parce que si on vous fait venir et qu'on vous fait faire ce type de travail, bah, c'est vous qui allez vivre avec au quotidien, quoi. Et même, j'ai Donc, envie de dire aussi oui, sur ces parties en entretien, tu vois, à un moment de dire, tiens, ça me plaît pas trop, ou etc. C'est aussi des éléments qui sont utilisés plus tard dans l'entreprise. Tiens, ah ben je sais, on avait un projet de développer telle activité sur tel type de logiciel, mais toi, je sais que ça te plaît pas, donc on va t'aiguiller sur autre chose. Enfin, c'est aussi des choses qui restent, mine de rien. Et, ouais. et c'est Et tu as important. raison, Jérémy. Ouais. Les gens, ils vont le comprendre, hein. Je vous ai dit hein, au départ, hein, il y a une pénurie de main. Donc les gens vont aussi s'adapter, vont dire, OK, bon, là, par contre, c'est sûr que si c'est une priorité, ils ne pourront pas. Mais sinon, ils vont dire, OK, par contre, est-ce que ça t'aimerait ça? J'ai vu que tu avais fait ça. Puis, si à un moment, vous parlez de votre travail dans l'entreprise, de ce que vous faites, souvent, ils vont dire, ah, vous utilisez ce type de logiciel ou ce type de machine, ce type. OK, ah, et ça, c'est quelque chose où on envisage d'en acheter une ou de travailler là-dessus. Bah, là, vous allez être une plus-value si vous recrutez parce que vous connaissez déjà ça. Donc, ça va être vraiment un avantage pour eux, quoi. Ouais. Et tous ces éléments, enfin, je pense qu'il faut être conscient aussi que ça se travaille en amont. C'est-à-dire le coût de la gestion de crise. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les situations de conflit? Euh, on va essayer d'éviter le blanc là, ou l'hésitation, pardon. On va avoir préparé ça en amont, c'est-à-dire on sait quelles sont les questions en fait. On les prépare et on se dit, OK, comment je peux prouver que je suis à l'aise dans une situation de conflit ou que je sais aller dans une résolution qui est bénéfique pour tout le monde. Et ça, il faut le réfléchir et c'est du storytelling. Donc, il faut être capable de le sortir voilà, du tac au tac. Et alors là, si vous êtes capable de faire ça, c'est du pain béni hein, pour le recruteur. Il ne demande que ça, hein. Exact.
Ah, c'est super. Exact. Du coup, lettre de motivation. Tu nous disais un petit peu. Est-ce que tu as fini sur le CV déjà? Ou est-ce que tu penses Ouais, le CV, je avoir pense fait que le puis tour? en plus, Ouais, les gens qui vont aller sur votre plateforme ouais, vont pouvoir le voir, vont pouvoir s'ajuster. Vous allez voir, il est super simple. Puis là, je vois que tu en avais fait un autre sur un autre profil, mais voilà. il est vraiment simple, il est efficace. Si avec ça, vous allez pouvoir joindre votre lettre de motivation, vous compilez les deux documents pour que ça soit dans un seul document quand vous allez le télécharger et le mettre sur la plateforme ou l'envoyer. Vous savez, moi, en tant que recruteur, je reçois une candidature dans laquelle la personne a mis dans le même document le CV, la lettre de motivation, son CV, ainsi que différents documents de son portfolio. Je classe ça, tout est au même endroit, c'est super facile. La personne vient vraiment de me simplifier la vie dans mes recherches et dans mes analyses. Je veux faire passer ça, par exemple, un de mes collègues ou un directeur de production, n'importe, je lui envoie, il a tout, tout est facile. Donc, simplifier la vie du lecteur. Ouais, tout à fait. Plus c'est fluide, plus mieux ça se passera. Exact. La lettre de motivation, du coup, ce n'est pas une lettre de motivation. Ouais, C'est en une fait, la lettre lettre de de motivation, projet. exact. La lettre de motivation, quand on part à l'immigration, quand on part, c'est pas la même lettre que quand vous allez envoyer à une entreprise qui habite à 10 km ou à 20 km de chez vous. Là, dans votre lettre de motivation, vous expliquez votre projet. C'est ça qui est important. Moi, je suis une entreprise, je suis un recruteur. Vous avez toutes les compétences que je recherche, donc c'est pour ça qu'on a matché ensemble. Mais OK, pourquoi vous voulez venir ici? Je veux comprendre. Moi, je veux qu'il y ait une logique. Là, tout à l'heure, l'exemple que tu donnais, Jérémy, dans le CV, où on explique le projet, tout ça, qu'on est déjà venu, qu'on a déjà de la famille, que c'est un pays qui nous attire, qu'on veut faire découvrir aussi à nos enfants une nouvelle culture. Tout ça, c'est des choses qui s'expliquent, c'est clair, net et précis. Parfait. Le recruteur, ça le rassure. En fait, vous êtes juste en train de rassurer le recruteur que si plus tard dans le CV, il trouve toutes les compétences, ben, ça vaut peut-être le coup d'investir sur un programme d'immigration, de payer des frais d'immigration, de payer des frais de recrutement pour vous, parce que ben, vous allez avoir toutes les compétences qu'il recherche, quoi. Puis surtout, il investit sur du long terme parce que ça a quand même un coût, hein, un investissement pour, dans certains cas, le dossier pour ce qu'on appelle un EIMT, donc une étude d'impact sur le marché du travail, ça peut monter jusqu'à 5 000 $ par personne. Donc, c'est sûr qu'en plus des frais et tout ça, donc c'est sûr que l'entreprise, elle ne veut pas dépenser 5 000 $ pour quelqu'un qui va rester 3 mois, quoi. Et est-ce qu'on parle quand même de ces. Est-ce qu'on a quand même une introduction sur son projet professionnel, comme on peut avoir dans une lettre de motivation non Oui, expatriation? On est d'accord, bien hein? sûr, mais il faut quand même que ça soit succinct parce que on est d'accord que vous n'êtes pas en train de faire une disserte, c'est une lettre Ouais. de motivation à votre projet. Donc, vous dites qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir et qu'est-ce que vous recherchez dans votre métier, pourquoi vous voulez venir l'exercer, par exemple, au Canada et au Québec plus particulièrement. Marquez-le à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça. Et puis, tu sais, alors tu parlais, il faut que le CV tienne sur une page. Il y a eu un moment, ça a été la mode, tout le monde disait, il faut que ça tienne sur une page. Alors, il y en a qui ont compris qu'il fallait réduire les caractères, qu'il fallait tout compacter. C'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que votre lettre, elle reste aérée, il faut qu'elle soit agréable, il faut que vous ayez la possibilité de la signer, puis que vous n'avez pas l'air tout assez en bas. Donc, faites ça simple et parlez oui, mais commencez par votre projet. Parce que C'est l'élément de quand vous risque le plus partez, fort, on est d'accord, exact, pour une entreprise. exact. Et surtout, ce qui est important, c'est que en venant au Québec, là, oui, vous allez venir chercher un job, là, mais c'est pas ça que vous allez venir chercher. Vous allez chercher une nouvelle vie. C'est ça qui va. Parce que trouver un job, là, vous allez en trouver un dans votre région, n'importe où. Mais là, vous changez de vie, là. Vous allez changer de pratique, de langue, parce que forcément, quand vous allez arriver ici, vous trouvez que les Québécois, ils ont un accent, mais eux, ils vont trouver que vous en avez un aussi. Euh, vous allez arriver, vous allez réapprendre des pratiques de travail. Je prends par exemple dans les métiers manuels. En France, on va parler en centimètres, en mètres. Ici, on va être dans de l'impérial, en pied, en pouces. Donc, vous changez de vie. Honnêtement, vous allez changer de vie. La façon dont vous allez consommer, là, vous allez faire vos achats de bouffe, tout ça. Vous changez de vie. En partant en immigrant, quelque part, vous ne changez pas de job, vous changez de vie. Vous avez une nouvelle vie. Donc, ce qui est important pour le recruteur, c'est de dire, est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce changement-là? Il Puis, faut je qu'on vais vous le donner un sente. exemple, hein. Mm. Il y a des gens qui, par exemple, ont pas fait aucune démarche pour préparer leur passeport. Ça, pour moi, c'est ah ouais, tu veux immigrer, tu n'as pas de passeport. Ça commence bien. Mm. Autre chose, je tiens à le dire, mais c'est la réalité.
vous n'êtes pas vacciné, problème. C'est une réalité aussi, quoi. Chose qu'on n'avait pas avant, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, si vous voulez, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai un de mes collègues recruteurs qui avait un super candidat sur un poste de chauffeur de camion tout béton. Tout était parfait, tout est vraiment. Question toute simple, anodine dans l'entrevue, c'est au fait, tu es à jour dans tes vaccins. Ah non, je ne me suis pas fait vacciner. Ah bah là, d'un seul coup, c'est oups, ça marche pas. C'est fini. Si tu te fais pas vacciner, tu pourras pas venir. Donc, c'est juste ça. Donc, faites comme si vous vouliez partir en voyage, hein, en vacances. Puis, vous avez votre passeport, vous avez vos vaccins, vous êtes tout à jour. Mais là, ça serait un voyage qui serait un peu plus long. Alors, on vous enverra un modèle de lettre de motivation, hein. Je vois des questions dans les commentaires. Donc, justement, par rapport au plan, etc., vous verrez justement une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour raconter vous-même votre propre histoire et votre propre projet. On a un peu de temps pour parler de l'entretien. Ah ben bien sûr. Allez, allons. Allez, on se donne 10-15 minutes max et puis après, on prendra les Parfait. questions-réponses. Excellent. Alors, l'entretien, comment ça se passe? Un entretien, c'est vraiment détendu ici. Honnêtement, là, je ne vais pas dire que c'est deux potes qui s'appellent, mais on est vraiment détendu. Souvent, les gens, ils vont dire, bon, admettons, là, je vois que c'est encore le CV de Jean-Michel Dubois. Et Jean-Michel, Monsieur Dubois, est-ce que ça vous va si on se tutoie? Puis se tutoyer, c'est pas du tout un manque de respect ici, hein, du tout. Hein. C'est juste que bon, ok, tu t'appelles Jean-Michel, je m'appelle Philippe, donc go, on y va. Donc, on démarre l'entrevue. Là, ça va être assez classique de ce que vous avez. C'est parlez-moi de votre parcours, qu'est-ce que vous faites. Mais souvent, souvent, le recruteur, la première question qu'il va vous poser, c'est ok, pourquoi vous voulez venir vivre au Québec? Même si vous l'avez marqué dans votre notification, il va vous redemander pourquoi vous voulez venir au Québec. Qu'est-ce qui vous motive? Puis souvent, il va vous demander qu'est-ce que vous connaissez du Québec? Et moi, ça m'arrive. Hein. Il n'y a pas très longtemps, je sais qu'il y a des gens de Madagascar qui sont avec nous aujourd'hui, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais avec, donc c'était au mois de janvier, ou février, et il y a un candidat de Madagascar, je fais l'entrevue, puis je dis, tu connais le Québec? Il me dit, oh, bien sûr, je fais, à ton avis, le Québec, actuellement au Québec, au mois de janvier, février, c'est quoi la température? Ah, je sais pas, il me dit 10-12 degrés. Ah, je dis, toi, il fait combien à Madagascar? Il me dit, ah, bah, nous, il fait 29-30. Ben, je dis, nous, il fait à peu près la même chose, mais avec un moins devant. Il dit quoi? Il dit, ouais, il fait moins 30 degrés. Bon, ben, c'est tout bête, ça. Mais ça, c'est vraiment représentatif que la personne, elle ne sait pas où va mettre les pieds, quoi. Donc, c'est important, vous vous intéressez à un pays, vous voulez immigrer, démontrez que vous êtes intéressé. Par exemple, il y a des gens qui disent, ah, le Québec, ah, ben, je pensais que le Québec, je ne savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait aussi Québec. Bon, là encore, plouf, quoi, je veux dire. Donc, l'entrevue, là, c'est démontrer que, puis là, je ne parle pas du côté professionnel, je parle juste de démontrer que vous êtes intéressé au pays. Ah, j'ai vu que vous étiez en période d'élection, j'ai vu que vous êtes, le Canada, c'est quand même le deuxième plus grand pays du monde. Ok, là, vous êtes en train, j'ai vu que le Québec, il y a quand même des périodes dans l'hiver où il faisait vraiment froid et tout ça. En plus, avant, c'était compliqué. Maintenant, avec YouTube, avec tous les réseaux sociaux, c'est super simple de savoir ce qui se passe au Québec. Donc, intéressez-vous à ça. Ça, c'est la base de l'entrevue. C'est est-ce que vous êtes un bon interlocuteur pour moi? Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez mettre les pieds? Première des choses. Deuxième des choses, quand on va rentrer dans le côté technique, soyez concis. Ici, les entrevues, là, je ne sais pas combien de temps ça dure en France, c'est assez court ici, une entrevue. La première entrevue, c'est des fois assez court. Si elle est longue, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes l'entreprise est vraiment très, très intéressée, qu'elle va aller plus loin, mais souvent, c'est assez court. Donc, souvent, et là, je vous partage, hein, alors là, mais je suis français aussi, donc je peux me permettre. Souvent, les Français, c'est super long une réponse. On leur dit, et qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Et là, on est parti pour 10 minutes d'explication, quoi. Non, soyez beaucoup plus concis. Ici, on aime bien les réponses claires, simples, précises. On ne passe pas 2 heures dessus. Donc, soyez concis dans votre façon. Si, par exemple, le recruteur vous a invité à communiquer avec, souvent, c'est que vous avez le nom de l'entreprise, vous savez à qui vous allez parler. Et prenez un peu de temps à aller voir le site internet, quoi. Allez regarder ce qu'ils font, c'est quoi les types de travaux, c'est quoi la taille de l'entreprise, parce que ça va vous éviter l'erreur du style ah non, moi, vous savez, j'aime plutôt travailler dans les petites entreprises, j'aime pas les grosses entreprises. Ah, ça tombe mal, ils sont plus de 500. Mauvaise pioche. Donc, ça, c'est vraiment des petites choses qui vont faire la grande différence. J'ai vu votre site, j'ai vu que vous aviez ça. Ici, là, il y a quelque chose qui est important. On aime bien parler des valeurs d'une entreprise.
Par exemple, bah, j'ai vu que dans votre entreprise, vous aviez quelques valeurs qui étaient super importantes. Ça, j'en ai retrouvé 2 là qui me correspondent absolument, qui vont avec mon état d'esprit, ma façon de travailler, le mode collaboratif. Là, il y a de grandes chances que vous fassiez des points aussi par rapport à ça. Puis après, quand vous allez parler technique, bah, là, souvent, vous allez parler technique avec soit un technicien aussi de l'entreprise ou quelqu'un qui connaît bien le métier. Puis là, vous allez être super. C'est simple. Parler de votre métier, de ce que vous faites, ce que vous aimez. Là où vous êtes fort, vos forces. Et moi, ma force, c'est ça. Ça, c'est ça. Vous savez, la fameuse question, c'est quoi vos points forts, vos points faibles? Ça arrive, c'est dans les entrevues. Et puis, s'il vous plaît, n'envoyez pas dans les points faibles du style je suis trop, je sais plus, là, c'est comment. Et perfectionnisme, c'est la Ouais, fameuse. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, ok. Je sais que Google va vous donner des réponses toutes faites à ce genre de questions, mais non, bah, moi, par exemple, des fois, il peut peut-être me manquer un petit peu de rigueur sur des dossiers qui sont trop longs. Bah, ok, dites-le, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites pour réparer ça? Bah, souvent, je demande à un ou deux de mes collègues de checker, regardez, est-ce que j'ai rien oublié ou même moi, je me reprends, mais des fois, dans la vitesse précipitation, des fois, je fais pas la différence entre vitesse et précipitation. Dites-le, ok, c'est un point d'amélioration. Personne n'est parfait, quoi. Et tout ça, encore une fois, ça se prépare à l'avance. Enfin, voilà. Ah, c'est clair. Faut pas attendre la question pour y réfléchir, parce que là, vous êtes grillé, quoi. Donc c'est vraiment on liste, on se dit tiens, c'est quoi ce que j'aime en fait, c'est quoi les qualités que j'exprime en fait. Et ça, on peut demander aussi aux gens avec qui on Aux a bossé. collègues. C'est Ouais. ça. Mais alors attends, qu'est-ce qui fait que c'est cool qu'est-ce qui fait que travailler avec moi c'est cool et qu'est-ce qui fait que travailler avec moi des fois c'est pas cool aussi. Et là, on apprend plein de choses et on est capable de fournir toutes ces réponses. En fait, toutes les réponses, on les a déjà. Hein. C'est juste qu'on a du mal à aller les pêcher au fond de nous, là. Donc, Ouais, et puis ouais. tu sais, le fait est de préparer aussi, c'est que ça va vous permettre aussi de voir sur quoi vous devez améliorer ça, quoi. Je veux dire, ça va être plus simple. Important, hein, souvent, les recruteurs vont dire est-ce que vous auriez des références, hein. Ça, c'est plutôt bon signe d'ailleurs, hein, quand ils vous demandent est-ce que je pourrais appeler des gens. Alors, souvent, vous dites bah, par exemple, actuellement, j'ai mon employeur, ça pourrait être une référence, mais je leur ai pas encore parlé. Donc, mais ça, il va le comprendre, le recruteur, il n'est pas fou. Hein. Il n'y a pas une entreprise qui va appeler pour vous faire perdre votre job. Là, ça n'existe pas. Mais vous pourriez dire bah, si notre processus avance bien et tout ça, c'est sûr que mon employeur actuel, je vais pouvoir lui expliquer, il va comprendre que j'ai un projet de vie. J'en ai même déjà parlé, mais bon, il pensait que c'était juste dans mes rêves, mais là, il va voir que ça se concrétise. Mais si vous n'avez aucune référence, ou que la dernière référence que vous auriez à donner, elle date de 10 ans, alors là, c'est sûr que vous faites peur au recruteur. Là, il fait, ouh là là, comment ça, je ne peux pas parler à des gens avec qui il a travaillé dernièrement. Donc ça, c'est un préparer aussi. Dites-vous qui sont les gens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais quitter une entreprise en mauvais termes, parce que si à un moment on veut faire des références, ah ouais, c'est bien passé, sauf les derniers temps où X, il s'est passé X choses. Donc ouais, préparez ça. Ça, c'est souvent bon signe quand le recruteur vous dit, est-ce que vous auriez des références? Ça, c'est vraiment important. Oui, et puis les contextes, des fois, il y a des contextes où on a quitté une entreprise où ça s'est vraiment pas bien passé parce qu'il y avait peut-être On quelque peut chose de très l'expliquer. particulier, ça s'explique. Mais effectivement, si ça se fait sur 2, 3 successions d'entreprises différentes, on se dit, voilà, ça peut faire peur, clairement. Puis, important aussi l'entrevue, lorsque vous avez passé toutes ces questions-là, en tout cas, moi, je pose la question, je fais, OK, bon, admettons que vous soyez recruté, ça serait quoi votre délai pour partir? Ça serait quoi votre organisation? Comment vous allez vous organiser? Si demain, je vous dis, OK, on vous embauche, comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez une maison à vendre? Est-ce que vous avez un appartement à rendre? Et moi, je pose souvent la question, est-ce que vous avez un budget aussi? Parce que immigrer, ça demande un peu d'argent quand même pour prendre l'avion, tout ça. Dans certains cas, le billet d'avion peut être payé, mais c'est loin d'être la majorité. Mais par exemple, je veux dire, est-ce que vous avez un budget? Ben, si vous dites j'ai 1000 euros de budget, cher, ouh, peut-être un peu juste quand même. L'administration canadienne souvent demande 2500 dollars par personne qui émigre. Moi, je pense que c'est un minimum. Genre, en dessous de ça, il ne faut pas le faire. Parce que vous allez voir, hein, vous allez arriver, il va falloir l'hiver acheter des vêtements. Au début, il faut se rééquiper, tout ça. Puis après, vous allez gagner votre vie, vous allez avoir un salaire, vous allez pouvoir tout ça. Mais au début, il faut quand même un peu d'argent hein, pour s'installer. Donc ça aussi, c'est la preuve que vous êtes prêt, quoi. Que vous avez un peu d'économie de côté, que tout est prêt, quoi. Et dernier point, parce que je me suis noté, j'allais oublier important de parler de votre projet de famille. Parce que moi, par exemple, quand je recrute quelqu'un, il n'est pas impossible que je dise, ah, ben, j'aimerais bien parler à votre conjointe pour découvrir, en fait, est-ce que c'est un vrai projet familial?
Et ça, c'est vraiment important. Souvent, la première entrevue, on va le faire uniquement avec la personne. Puis je peux à un moment dire, hey, j'aimerais bien parler avec votre conjointe pour voir comment elle voit, puis voir un peu les deux positions, puis aussi d'en savoir un peu plus sur la conjointe. Est-ce qu'elle veut se trouver un job en arrivant tout de suite? Est-ce qu'elle veut plutôt prendre un peu de temps pour accompagner les enfants au début à l'école et puis comprendre comment fonctionne et installer plutôt la famille? Tout ça, c'est des choses que je veux savoir. Puis admettons qu'elle soit spécialisée, je ne sais pas, dans l'énergie nucléaire, bah, je vais lui dire, bah, au Québec, ça va être difficile parce qu'il n'y en a pas. Donc je vais aussi me poser ces questions-là pour être sûr que la famille soit bien en arrivant. Parce que si la famille est bien, je vais conserver la ressource pour plusieurs années. Alors que si à un moment, un des deux va moins bien, bah, il y a de grandes chances qu'il y ait une pression familiale. Il dit, on rentre, le mal du pays, ma mère me manque et tout ça, quoi. Hmm. Ça se fait par contre, le fait de prendre en entrevue le conjoint ou la conjointe. Ouais, ça peut être Ah, demandé. d'accord. Ouais. Ça, je suis surpris, ça, parce que je pense pas que ça se fasse dans l'autre sens en France. Enfin, je sais pas, Bah, j'ai c'est jamais parce qu'en entendu ça. fait, Ouais. en France, souvent, Oui, pour une c'est. expatriation, hein, je parle dans le même Ouais, c'est contexte. ça. En Mais France, c'est sûr que les gens, peut-être, les approches sont un peu différentes, mais nous, ouais. on veut vraiment. En fait, nous, faut savoir que Donc, faut quand pas se sentir. on. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut pas se sentir un peu offusqué parce qu'on peut se Ah, dire, pas mais du tout, ça, ouais. c'est ma vie privée. Enfin, je pense que moi, en tant que Français, là, tout de suite, j'étais là, oh là, il exagère un peu. Tu vois? Bah, en fait, Je trouve ça dites-vous, bizarre. traduisez ça comme c'est rassurant, ils veulent vraiment Oui, s'assurer que je vais être bien, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Parce que la finalité, hein, c'est quand même, c'est que ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils viennent ici, et puis moi, quand je suis amené à travailler spécifiquement sur des dossiers, j'ai deux clients, hein, le candidat et l'entreprise. Moi, je veux que l'entreprise soit super heureuse du candidat, puis que le candidat parce que il y en a quand même que j'ai fait venir depuis 7 ans là, qui me disent Philippe, je suis tellement heureux. Ça a été tellement une opportunité de venir. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, pour ça, il faut pas se mentir. Il faut que tout cadre et que tout soit cohérent, quoi. Yes. OK. Alors, je vous propose qu'on a 15 minutes, et on est pas mal, sur les questions-réponses. Alors, j'en ai déjà noté quelques-unes là, dans l'historique de questions-réponses. Donc, si vous voulez en envoyer des nouvelles, eh ben, allez-y. Et je vais les lire en direct. Si on a les compétences terrain, pas de diplôme, mais justifiées par les évolutions de poste, documents d'État, affiliation sociale et certificat de travail, est-ce qu'on a une chance d'être recruté? Philippe? Oui, en fait, ça va dépendre de certains secteurs d'activité, mais si vous avez, par exemple, je sais pas, travaillé dans un secteur depuis 10 ans, vous avez tous vos justificatifs, certificats de travail qui justifient, mais que vous n'avez pas eu le diplôme parce que vous ne l'avez pas fait, oui, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir rentrer. Ce Sauf qui sur les peut métiers poser un. conventionnés, hein, c'est ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, c'est sûr qu'après, il faut faire très attention. Tu m'ouvres la porte sur un métier. Il y a des métiers qui appartiennent des ordres professionnels, style infirmière, style ingénieur. Ça, c'est sûr que ça demande des démarches complémentaires. C'est pas parce que vous êtes ingénieur en France que vous serez ingénieur ici du jour au lendemain. C'est pas parce que vous êtes infirmière il y a des reconnaissances à avoir. Et dans certains cas, si vous n'avez pas de diplôme, bah, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Ouais, d'accord. Ok. Ça ne marchera pas, mais tu pourras quand même probablement être recruté, mais sur des Ah postes oui, connexes, exact. quoi. Mais Je prends un exemple des ingénieurs. Souvent, ils arrivent ouais, ici et puis ils vont être pris au début en tant que techniciens le temps qu'ils fassent ouais. leur validation de diplôme, mais ils pourront travailler, oui, il n'y a pas de problème. Ouais, Ça peut prendre du temps, du coup, ou c'est. ouais, bah, ouais, selon les ordres professionnels, ça peut. Je prends un exemple, un ingénieur, il peut arriver travailler en tant que technicien et puis pendant 1 an et demi ne pas être reconnu encore comme ingénieur, mais comme Ouais, d'accord. technicien. Ok. Mais il travaille quand même. Hmm. À propos du vaccin, tu as fait un petit peu peur, notamment, justement, si on n'est pas vacciné, on n'aura pas de chance, même s'il y avait une raison valable, par exemple, enceinte au moment du Covid. Bah, tout s'explique dans la vie, mais en fait, Mm. ils vont vous dire, d'accord, mais bon, vous étiez enceinte au moment du Covid, mais là, une grossesse, c'est 9 mois, le Covid, ça fait 2 ans. Est-ce que vous comptez vous faire vacciner après? Mm. Parce que si c'est pas le cas, bah, là, de toute façon, vous aurez un problème pour l'immigration. Puis là, je vous dis, la plupart des entreprises voudront pas. Là, c'est clairement une question immigration et c'est pas. En fait, je pense que c'est pas pour juger de la personne de sa Ah décision à non, non, l'instant pas T. du C'est tout. une pure question administrative, hein. Ah, c'est On exactement est ça. vraiment sur est-ce que tu as les papiers, quoi, hein. C'est comme si on y allait sans passeport, Exactement. quoi. Mm. Ouais, exactement. Par rapport à la validation des diplômes, est-ce que c'est possible de la faire avant? J'imagine que non, s'il y a des ordres particuliers. Bah, en fait, ça va dépendre. Il y a des possibilités alors, où vous pouvez faire valider votre diplôme avant. Assurez-vous que ça soit obligatoire parce qu'il y a plein d'endroits où on va vous faire payer des validations, des trucs comme ça, mais assurez-vous que ça soit vraiment obligatoire. Vous savez, moi, en fait, je connais peu d'entreprises qui demandent absolument que les diplômes soient certifiés. Donc,
Avant de payer, parce que vous savez, sur Internet, il y a quand même aussi beaucoup d'arnaques, on ne se mentira pas. Des gens qui vont. Donc, vous lancez pas là-dedans. Vous lancez pas là-dedans. Euh, Qu'est-ce que. Alors, ouais. Bon, il y a des questions par rapport au vaccin et tout ça. Je pense que c'est des questions administratives. Enfin, là, renseignez-vous Ouais, un petit peu. Voilà. Est-ce que nos enfants de moins de 2 ans sont obligés de se faire vacciner? Enfin, je ne connais pas le statut du Canada par rapport à ouais, là, ça, c'est autre mais chose. Ouais, ça, ouais, voilà. c'est des détails, ça. Ouais. Ouais. Quelles sont les provinces qui recrutent facilement les ingénieurs en bâtiment et travaux publics? Ce serait difficile de mentir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de provinces qui vont recruter des ingénieurs. Là, c'est sûr que si la personne est parfaitement bilingue, bah là, elle s'ouvre à toutes les provinces. Sinon, bah, ça sera plutôt le Québec. Et puis, ben, la personne qui est ingénieure, bah, il va falloir qu'elle comprenne que ça va prendre un peu de temps, le temps qu'elle soit reconnue comme par l'ordre. Donc, elle peut arriver en tant que technicien, travailler pendant 1 an ou 1 an et demi, puis être passé après en tant qu'ingénieur dès que l'ordre aura validé. Oh, les questions pleuvent. J'ai du mal à suivre. Euh, Est-ce que les entreprises travaillent avec des freelances, j'imagine? Oui, ça peut arriver. Donc, bah, tout dépend des métiers, mais oui. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on propose sur la plateforme MoveJob, c'est qu'on donne la possibilité à des gens qui voudraient faire de la sous-traitance. Donc, je sais pas, un gars qui aurait sa petite entreprise de programmation qui voudrait travailler avec des entreprises de Québec ou n'importe, à distance, oui, c'est sûr qu'il va pouvoir trouver, quoi. Ouais. Par rapport au décalage horaire, du coup, ça pose pas trop de problèmes avec nous? Non, pour les entrevues, non, Non, non. ouais, on arrive. Non, mais même, alors, je parlais en télétravail, pardon, j'ai basculé un Ah petit bah peu non, sur le télétravail, mais par exemple tout à l'heure, on avait Alicia qui était avec nous, hein, qui travaille, qui Alicia est en France, et puis c'est sûr qu'Alicia se lève très tôt, donc souvent, en fait avec Alicia on a une demi-journée de travail, c'est-à-dire que moi le matin et puis elle l'après-midi, mais non non non, il n'y a pas de problème ça, il n'y a aucun souvent, souci. ouais, c'est ce qu'on dit, une demi-journée de recoupement, c'est largement suffisant pour bien bosser aussi. Ouais. Les conditions salaire-avantage sont-elles les mêmes pour ceux qui ont un diplôme canadien et ceux qui ont un diplôme français, surtout pour les ingénieurs? Je pense que tu en as déjà répondu un petit peu. Il faut juste Ouais, là-dessus, il n'y aura pas de discrimination parce que vous aurez un autre diplôme. Et d'ailleurs, on parle d'argent là, parce qu'il n'y a pas de tabou. Si à un moment on vous propose une rémunération qui est un peu inférieure de ce que vous aviez avant, donc en France ou n'importe, premièrement, acceptez aussi que le coût de la vie n'est pas le même, hein. Je prends un exemple, si vous habitez à mon avis à Paris ou si vous habitez dans un petit village de Bretagne, le coût de la vie n'est pas le même, le logement et tout ça, donc les salaires ne sont pas des fois les mêmes non plus. Bah, c'est un peu la même chose quand vous arrivez au Canada. Mais surtout, accepter des fois d'avoir un salaire d'entrée qui est un peu inférieur à ce que vous aviez envisagé, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ici, vous progressez très rapidement. Si vous êtes bon, l'entreprise, elle vous fera pas partir, donc elle fera tout pour vous fidéliser. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Puis, sachez aussi que quand une entreprise dépose une demande à l'immigration, elle a des salaires minimums. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un immigrant qu'elle vous paiera moins cher. Ce n'est pas possible parce que le dossier va passer à l'immigration. Et donc, il y a des salaires, même si elle négociait fort avec vous puis que vous aviez vraiment envie de venir et dit ah, mais moi, je t'embauche à tel salaire. Si le salaire de référence, ce n'est pas ce salaire-là, ils ne pourront pas vous payer ce prix-là. Il faudra vraiment qu'ils vous payent au salaire de référence du métier, quoi. Est-ce qu'il y a un système d'alternance au Canada? C'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire. Alors, j'imagine que c'est des formations. Alors, je ne sais pas si c'est des formations où tu as une partie en entreprise, à l'école et une partie où tu travailles en entreprise. Alors, Ah oui, bien sûr, oui. Oh, oui, ça c'est possible. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent au Québec avec des visas d'études, donc qui vont travailler à l'université ou qui vont étudier à l'université ou n'importe où dans un cégep, un métier, puis qui vont travailler à côté sans problème. Ouais. Oui, ouais. ça c'est. Ouais. Alors, on a plusieurs questions sur est-ce que tel métier recrute à tel endroit. Je pense que là, faut juste faire des petites requêtes sur Google, hein, enfin, ou peut-être sur Ouais, puis MoveJob honnêtement, aussi. je vais y répondre rapidement. Aujourd'hui, si on me posait la question quels sont les métiers qui recrutent, je vous dirais tous, et quels sont les métiers qui recrutent pas, je vous dirais aucun. Donc voilà. Super. Je regarde. Est-ce que le CV doit être traduit en français? Alors, peut-être tu peux nous parler du Canada et du Québec, du coup, sur les langues Ouais, alors c'est sûr que nécessaires. si vous postulez au Québec, ça c'est clair qu'il faudra qu'il soit en français. Ça c'est clair, clair, clair. Rien ne vous empêche dans ces cas-là, si vous envoyez dans une entreprise qui est bilingue ou autre, de mettre votre version française, votre version anglaise. Ça, il n'y a pas de problème. Et toujours l'attacher, hein. Tout va être pour le recruteur. Vous allez lui simplifier la vie. Si lui préfère le regarder en anglais, ben hop, il aura juste à descendre ses pages et puis il va les trouver en anglais.
À la limite, vous le mettez dans la lettre de motivation, vous trouverez ci-joint mon CV en français et en anglais, donc hop, ça va être ça. Mais c'est sûr que si vous écrivez dans des provinces autres, souvent il va être en anglais. Ouais. Alors, on demande aussi pour le projet d'expatriation, si on est seul, les gens qui n'ont pas d'enfants ou de famille, avec des contacts, des y a pas amis, de même au problème. Canada, est-ce que c'est un problème ou pas? Pas de problème. Non, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'en fait, je pense qu'on insistait dessus parce que montrer que c'est juste un élément de preuve supplémentaire qu'on est motivé. Mais effectivement, il y a plein de manières Ouais, vous de n'êtes pas obligé de montrer qu'on a trouver envie un en fait. conjoint ou une conjointe pour immigrer. Hein. Ça sera bizarre. Bon, écoutez, alors est-ce qu'il y a des questions par rapport… Alors, je ne sais pas si là tu sauras répondre, mais qu'en est-il de notre projet d'expatriation au Québec essentiellement, s'il est lié à un projet de recherche en France? Alors, il faudrait peut-être des précisions là sur le… C'est-à-dire que c'est un travail en France, mais le but, c'est quand même de s'expatrier au Canada. Je ne suis pas sûr de comprendre un projet de thèse. D'accord. C'est sûr que en fait tout dépend si l'employeur est en fait si la personne elle vient faire une thèse ou une réflexion ou je sais pas quoi ses études ou elle pousse ses études supérieures oui en fait elle pourrait venir ici est-ce qu'elle va pouvoir travailler si elle vient si elle veut faire aussi un complément d'études je sais pas à l'université elle va demander un visa d'études puis avec ce visa d'études elle aura le droit de travailler quand vous avez un visa d'études elle a le droit de travailler 20 heures par semaine et inclus la possibilité de travailler 20 heures par semaine. Okay. Est-ce que je peux présenter mes enfants à la fin d'une entrevue? C'est un peu bizarre, non? En fait, sauf si ça se ouais, passe très bien. ouais, pourquoi pas, mais en fait, ça c'est vraiment des exceptions. Moi, ça m'est arrivé une fois, puis c'était vraiment cool avec des gens de Bamako, je crois, et c'était à la fin, il y a la petite fille qui est venue, puis c'était vraiment cool, mais non, c'est plutôt si le recruteur, c'est sûr qu'il veut parler à la personne, puis s'il veut aller plus loin dans une deuxième entrevue, il peut parler aussi au conjoint ou à la conjointe, mais pas forcément les enfants. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y en a que je n'ai pas prises, mais je pense qu'on a déjà répondu ou que c'est des informations qui sont purement administratives, qui se trouvent facilement sur Internet. Sur les offres d'emploi, voilà, pareil, Philippe nous a dit on recrute tout le monde, aucun doute. Actuellement, là, alors après, on est comme tout le monde, hein, on va regarder un peu ce que donne aussi l'économie, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de réajustements qui se font. On voit que les taux d'intérêt augmentent, tout ça, le coût de la vie qui augmente. Donc, il y a un moment peut-être un ralentissement économique qui risque de se faire, mais je rassure tous les gens, c'est pas parce qu'il y a un ralentissement économique, même si on avait un gros, qu'au Québec, on ne recruterait pas parce qu'on a une démographie au Québec qui est peut-être un peu inverse de la France, ou en tout cas, je ne connais pas trop. C'est qu'ici, on a pour 3 personnes qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, il n'y en a qu'un qui va être capable de les remplacer. Donc, même si l'économie, admettons, stagnait, admettons, on va être négatif, ça stagne, et ben, globalement, il y aurait quand même besoin de recruter des gens à l'international parce qu'il nous manque du monde, tout simplement. Ouais, c'est structurel du coup. Alors, il y a quand même une dernière question. Est-ce que c'est possible de se faire recruter pour les nouveaux bacheliers techniques 2022 sans expérience, juste des jobs de vacances? Donc, je n'ai pas d'expérience précise dans le oui, métier que je vise. C'est sûr que si vous arrivez avec un bac général, ça va être compliqué. Là, on va pas se mentir que ça va être compliqué. Si par contre vous avez un bac, je sais pas moi, un bac technique mais que vous avez pas d'expérience à part vos stages, ça pourrait fonctionner. Mais si vous avez un bac général, non, ça va être très compliqué, très très compliqué. On veut des preuves, quoi, tout simplement. C'est ça, on veut Ouais, être sûr puis en même temps, faut pas oublier qu'il y a quand même une étude qui est faite au Québec pour savoir quelle plus-value vous allez pouvoir amener au pays, hein, parce que c'est une immigration choisie. Hein, donc, si vous avez juste un bac général, peut-être plus compliqué. Mais peut-être que dans quelques années, ça sera plus ouvert, mais là, pour l'instant, bac général, ça va être compliqué. Bon, là, on parlait de bachelier technique, hein, donc a priori, je pense que c'est possible. Mais, ça pourrait être bon alors. Ouais. Ouais. Alors, pour information, je vais vous renvoyer un petit email avec les éléments, modèle de CV, lettre de motivation, des liens vers MoveJob, DoYouBuzz pour que ça puisse fonctionner. Enfin, vous pouvez aussi utiliser ces outils. Enfin, voilà, je pense que là, vous avez deux super outils qui sont en plus préparés avec les bonnes ressources pour préparer votre projet. Il y aura un replay aussi qu'on vous enverra. Alors, peut-être pas dans le premier email parce que celui-là, il va partir assez vite, le temps qu'on mette en ligne et qu'on coupe un petit peu le début, etc. Le replay, ce sera sûrement un deuxième email, peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais ce que vous pouvez peut-être faire, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est MoveJob sur LinkedIn et DoYouBuzz sur LinkedIn aussi. Et je pense qu'on publiera tous les deux
les news. Alors, ça peut être intéressant de nous suivre. MoveJob, spécifiquement sur l'expatriation. Là, vous faites régulièrement, vous, des ateliers, des webinaires. Là, il y en avait un récemment sur le télétravail, par exemple, télétravailler pour le Canada. Ou, voilà. Il y a plein de thématiques, en fait. Donc, en fonction de vous, de votre problématique, je pense qu'il y a vous pouvez sauter sur l'occasion. Ils ont une chaîne YouTube qui est bien développée aussi, donc vous avez probablement déjà des choses intéressantes à les capter là-bas. Et puis sur Do You Buzz, il y a LinkedIn aussi, le blog de Do You Buzz aussi, où il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Et évidemment, s'inscrire sur les deux plateformes, là, c'est là où vous allez avoir les outils les plus intéressants pour vous. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, Ouais, et par puis rapport en à même ça. temps, on est très collaboratif au Québec, hein. Enfin, pour ceux qui auront la chance de venir un jour y travailler ou vivre, vous allez voir, on est très collaboratif. Donc, n'hésitez pas non plus à être participatif. C'est-à-dire que je prends un exemple, voyez une offre d'emploi qui passe sur MoveJob ou un article, n'hésitez pas à le repartager. Parce que déjà, nous, on voit qui repartage les choses, qui les commente. Et peut-être que demain, vous allez partager une offre d'emploi de mécanicien alors que vous êtes ingénieur, mais ce n'est pas grave. Vous allez partager ça à votre réseau. Puis peut-être que dans votre réseau, il y a quelqu'un qui va faire waouh, une offre d'emploi pour aller travailler ou s'installer au Québec pour mécanicien. C'est exactement ce que je rêve depuis des années. Donc, soyez très, très collaboratif. Je vous assure qu'ici, ça marche très bien. D'ailleurs, on dit, il y a une expression, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, on parle toujours de réseau ici, hein. Et qui tu connais et qui te connaît. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, c'est toujours payant. Même si des fois, on fait, ouais, mais là, moi, ça m'apporte rien. Aujourd'hui, ça t'apporte rien, mais un jour, il y a quelqu'un qui va faire la même chose que toi, puis ça va te revenir. Être sympa dans la vie, c'est pas attendre quelque chose, mais des fois aussi, ça revient. Je pense que la roue tourne à un moment, quoi. Bon, on va conclure là-dessus. Les Canadiens sont gentils. Ils ont cette réputation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En plus, je Ouais, crois, sincèrement, ouais. ouais, carrément. Bon, écoute, super. Merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Quasiment tout le monde est resté du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est un sujet voilà, qui intéresse vraiment les gens et qui les scotche. Parce qu'il y a des gros enjeux derrière. Tu dis changer de vie. Donc, c'est vrai que là, on parle de changer de vie. C'est quand même important. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. À bientôt, Philippe. À une prochaine. Eh, merci Jérémy. Puis de toute façon, Jérémy, on se refait quelque chose très prochainement. On a hâte de vous inviter chez MoveJob là, pour voir différentes petites choses et nous expliquer votre plateforme un peu plus en détail. Donc, merci à tous et puis bonne journée, bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.